Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission au format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois en compagnie de l'ami Corentin. Salut! Pour vous faire le débrief de tout ce qui s'est passé d'intéressant, de croustillant dans le monde de la bande dessinée américaine. Et pas que. Des fois, on s'autorise quelques petites incartades du côté de production plus franco-française. Osons dire les mots. Oh là là. Oh là là, c'est terrible. Et peut-être même que des fois, on va parler de manga. Peut-être que ça nous arrive. Mais bon, dans l'ensemble, quand même, Corentin, oui. Tu veux dire Lone Wolf and Cub. Oui, par exemple. Tout à fait, par exemple. Par exemple. Manga que moi, j'aime beaucoup. Voilà. L'intégrale de Lone Wolf and Cub chez Panini Manga, dont le tome 11 est sorti et qui dispose d'une postface de Monsieur Corentin. Ça y est. Que vous pourrez lire, où le monsieur a pu donc parler des liens entre ce manga et un certain Frank Miller. Et j'ai complètement oublié ce que j'avais raconté dedans. Donc si ça se trouve, c'est nul. Non, je me rappelle que je l'avais relu et c'était très intéressant, notamment puisque Frank Miller avait fait les couvertures de l'édition américaine. Et les préfaces, effectivement. Les préfaces. Tout à fait. Donc, ceci étant Merci dit... pour ce point copinage, Arnaud. Ceci étant dit, le truc, c'est que tu ne toucheras pas rien sur les ventes de ce manga, parce que ce sont des piges, donc il n'y a pas d'intérêt là-dessus. C'est comme pour moi sur les Marvel Comics, une fois que le texte est rendu. Mais ce que je voulais dire d'abord, puisque c'est l'intro de ce podcast, et alors eh bien, on remercie bien entendu notre partenaire Pulps Comics, 2 boutiques sur Paris, même 3 techniquement, parce qu'il y a Pulps Comics, Pulps Toys et Pulps BD, mais nous c'est avec vraiment Pulps Comics que l'on travaille, puisque vous le savez, on vous fait notamment une chronique spéciale qui s'appelle le Focus Pulps, qui vous propose de découvrir des comics VO à prix de lancement. Et justement, puisqu'on démarre bientôt le mois de juin, on va pouvoir aborder le Focus Pulps du mois de juin, même si cette émission c'est le front page, le dernier du mois de mai, mais vous savez comment ça fonctionne. On en reparle juste après avoir passé la partie comics VF, mais en tout cas on remercie notre partenaire. N'oubliez pas que vous pouvez passer en boutique chez eux si vous êtes de passage à Paris, c'est super cool, que vous pouvez également aller sur leur site internet pour commander comics en VO et en VF. Et si jamais vous êtes aussi à Bordeaux, il y a une autre enseigne de Pulps qui existe là-bas et à qui on fait un grand coucou. Mais on remercie également bien entendu tous nos soutiens sur notre page Tipeee. Merci à toutes et tous de nous permettre de continuer ce podcast sur le long terme en venant donner quelques piécettes, que ce soit de façon ponctuelle ou de façon régulière. Et on remercie notamment les personnes qui ont participé à l'aventure depuis les derniers jours, à savoir Jizous et Mona Kramer 87. Merci à tous les deux, d'autant plus que c'était des types récurrents, donc ça nous fait vraiment très plaisir. Puis là, vu que le mois de juin va démarrer, les compteurs vont se remettre entre guillemets à zéro par rapport au soutien plus ponctuel, donc n'hésitez pas à faire partie, à rejoindre l'aventure si vous voulez qu'on continue à vous proposer plein de podcasts et même plus. On vous rappelle d'ailleurs, j'ai toujours le lien dans la description du podcast, mais je crois que toutes les personnes qui avaient envie de répondre ont répondu. Il y a l'enquête First Print et vous qui est toujours en ligne. On va se retrouver très bientôt pour vous faire le débrief de tout ça et un peu vous expliquer quel était le but de cette enquête. Mais si vous n'y avez pas encore répondu, vous pouvez encore le faire. On a quasiment 700 retours, donc c'est déjà c'est beaucoup. Franchement, par rapport au nombre de gens qu'on estime qui nous écoutent, je crois que c'est quand même un gros pourcentage. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont répondu. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas. Corentin. Voilà. Ça, c'est la fin de l'intro. Ça, c'est la fin de l'intro. Donc maintenant, il y a la partie événementielle / financement participatif qui est celle où généralement... c'est ça, voilà. Tu peux aller te faire un café puisque généralement, c'est celle où tu es moins loquace. Encore que des fois, c'est pas vrai. Ça arrive que non. Mais en fait, je voulais juste vous attirer votre attention puisque c'est First Print et que First Print, on s'autorise parfois, comme dit, à dévier un petit peu de la pure ligne sensu stricto des comics en tant que tel, puisque il y a un projet qui s'est lancé sur Kickstarter qui est mené par la maison d'édition Happy Misfits Publishing qu'on avait reçu dans un Super Friends et dont on avait parlé plusieurs fois aussi, même sur Comics Blog, puisque à la base, quand même, une maison qui s'est lancée dans l'idée de produire, d'éditer de la bande dessinée sous toutes ses formes et avec des titres qui empruntent alors plus au manga, à l'animation, mais aussi avec d'autres qui sont sur les comics. Il y avait notamment le tout premier projet dont on avait parlé, c'était Who Wants to Be God. Ensuite, on a un peu parlé des différentes histoires et nouvelles qu'ils ont publiées sur leur lettre Substack, et donc je vous invite à réécouter le Super Friends avec Steve, qui est le directeur de cette maison d'édition complètement indépendante. Et en fait, c'était aussi des questions que je leur avais posées à l'époque. C'était que
ils ont fait différents tests, différentes étapes, et c'est pas forcément, notamment le Substack, le fait de proposer les comics en numérique et par newsletter, c'est un pari qui est risqué, forcément, en tant que payant. Ça s'est vu aux États-Unis, donc il n'y a pas de raison que ça ne se soit pas le cas non plus en France, d'autant plus avec une maison d'édition dont le but c'est de faire publier des auteurs qui n'ont jamais été publiés avant. Donc il y a un gage de confiance à avoir qui peut être difficile à avoir auprès du lectorat. Tout ça pour dire que là, il se lance dans un autre projet qui est très ambitieux et qui, selon les propres termes de Steve, va un peu sceller l'avenir de la boîte. C'est-à-dire que si ça réussit, ça va leur permettre de continuer de proposer tout ce qu'ils ont envie de faire. Si ça se foire, a priori, l'avenir sera quand même moins glorieux. Et si on en parle, c'est pas simplement pour donner un coup de pouce, parce que vraiment, ça a l'air quali. C'est un projet qui s'appelle Liminalis. Alors on est complètement dans un dessin en noir et blanc et dans un style qui est très proche du manga, mais c'est fait par un jeune auteur qui est français, qui est bien de chez nous. Et donc, alors je vous lis le résumé très rapidement. C'est seul et à l'étroit dans une petite maison au milieu d'un village désert et enneigé, un enfant rêve de voyage et d'aventure. Il aurait déjà fait le grand saut si une maladie d'origine inconnue ne l'affligeait pas un peu plus chaque jour. Une créature fantomatique, amicale et réconfortante est pourtant là pour lui. Cette entité mystérieuse semble n'avoir qu'un seul but, apporter du réconfort à l'enfant dont les cauchemars récurrents d'une île enveloppée de brume se rapprochant inexorablement deviennent de plus en plus clairs et inquiétants. Un manga, une histoire qui est inspirée par le célèbre tableau de l'île des morts qui a inspiré quantité d'artistes déjà. Enfin, c'est une œuvre de pop culture qui même Miyazaki. Voilà, qui est vraiment dans toutes les sphères possibles. Et surtout, c'est un bouquin de 200 pages, donc en noir et blanc, et c'est pour ça aussi que j'avais envie d'en parler, qui a quand même, ils ont réussi à avoir une couverture signée de Gu Tanabe, qui est le mangaka qui signe depuis plusieurs années maintenant chez Kiyun, enfin qu'on voit chez Kiyun, les adaptations des écrits de H.P. Lovecraft. La couverture elle est complètement folle, mais quand vous voyez les visuels intérieurs aussi du travail de l'auteur, donc c'est Neil Poultier je crois, si je n'écorche pas son nom, en fait moi je trouve que c'est ultra quali en termes de visuel, d'inspiration, et notamment tu vois cette double page avec ce grand visage étendu dans une forme de désert. Enfin il y a plein de visions de rêves un peu bizarres, ça a l'air très chelou. Ça me fait penser, effectivement tu me l'avais dit en off un petit peu, mais ça me fait penser un peu à ce que fait Mehdi sur le projet Astra Mortem, merci, qui arrive, qui ont communiqué d'ailleurs sur leur page et tout ça. Il y a eu des gros retards, mais Mehdi est toujours au travail. D'ailleurs on lui souhaite beaucoup de courage parce qu'ils ont expliqué pourquoi ça allait pas, et donc on lui donne tout notre soutien. Donc voilà, je trouve qu'il y a un peu des ressemblances, on va dire, peut-être dans les thématiques ou dans l'ambiance très crépusculaire, très morbide, mais aussi d'un imaginaire qui a l'air vraiment puissant. Donc moi je vous encourage vraiment à aller voir le Kickstarter pour aller découvrir la campagne, sachant que le bouquin sera à 25 € pour 200 pages, sera dans un plus grand format, ce sera pas format manga en petit poche quoi, ce sera plus grand. Donc franchement ici c'est baqué, et on vous invite à faire de même parce que je pense que c'est un très chouette projet qui arrive. Autre projet qui a l'air plus particulier et dont j'avais envie juste de parler, parce que pour l'instant il y a eu aucune communication officielle. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mail qui a été envoyé à des gens qui visiblement étaient dans les contacts de Vincent Bernier, donc qui est le directeur de publication de ce projet dont on va tout juste parler. Ça a fini sur des forums BD-Gest. De là, il y a un collègue que l'on salue, Vincent Brunner, qui écrit notamment, qui pige pour les Inrocks, qui en a parlé sur les réseaux sociaux. Et après, en fait, quand tu tapes le terme sur Google, tu vois que y a une page Ulule, mais qui renvoie sur rien. Et surtout, tu as une vidéo de présentation du projet qui est en ligne déjà, alors que le projet en question n'est pas encore lancé. Et ce projet, qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle Charlotte Mensuelle. Et donc, c'est en fait un projet de publier de la bande dessinée, pas de la pré-publication, mais vraiment de faire de la publication, enfin d'avoir une vraie revue, ce que Vincent Bernier appelle une revue autonome de bande dessinée. Et pourquoi on en parle ? Déjà parce que c'est toujours cool d'avoir de la bande dessinée en kiosque, puisque l'idée c'est d'être en librairie, mais surtout en kiosque. Et surtout que là-dedans, Vincent Bernier dit qu'il y aura de la BD européenne, française, mais aussi asiatique et américaine. Alors Vincent Bernier, pour que vous situez, il me semble que c'est toujours le rédacteur en chef notamment des Cahiers de la bande dessinée, donc qui est une revue assez importante parmi les quelques revues qui existent encore, qui sont spécialisées sur la BD. Et surtout, il est aussi directeur de collection aux éditions Delcourt, et c'est lui qui bosse sur la ligne. Alors on a Thierry Mornay à Contrebande, qui est vraiment dans la BD américaine
celle que nous on pratique le plus. Et en Outsiders aussi. Voilà. Alors que voilà, Vincent Vernier, c'est Outsider, c'est plus ce qu'on est dans le registre du roman graphique, ce qui sort pas vraiment, ce qui sort généralement pas trop en single issue. Et c'est là qu'on va voir les Daniel Close, Les Adrian Tomine, ce genre de choses là, et aussi les Red Rooms de Ed Piscor. Les Red Rooms, c'était Vincent Vernier. Et pour ça, toujours moi, je dis toujours big up, parce que fallait avoir les tripes littéralement pour oser publier cette bande dessinée. Mais donc pourquoi Charlotte mensuelle? Parce qu'en fait ça se veut être un héritier de Charlie mensuel, qui était une revue de bande dessinée qui date alors d'il y a quelques décennies maintenant. Je n'étais pas né à cette époque, et dont le nom en fait venait de Charlie Brown, en fait, une des créations donc de Charles Schulz pour Snoopy. Et en fait Charlotte, c'est Charlotte Brown, en fait c'est un personnage qui a existé dans ce comic strip américain, mais qui a fait une apparition que dans une dizaine de numéros. En fait, les lecteurs l'appréciaient pas, puis elle a disparu. Donc en fait, il veut quelque part lui rendre hommage peut-être avec ce nom, et notamment en fait elle avait disparu parce que c'était un personnage qui causait trop fort, en fait, qui avait trop de caractère, et à l'époque je savais pas plus au lectorat, donc peut-être qu'il y a aussi une volonté. Dans Snoopy? Ouais. Ah, ça me dit un truc, ça. Dans Snoopy. Et d'avoir vraiment après disons que le personnage spirituel qui lui a succédé, c'est Suzy, tu vois, qui est aussi très hard de gueule, tu vois. Tout à fait. Et donc j'imagine que la volonté avec ce personnage, c'est peut-être aussi de dire que ça va être un journal fort qui a de la gueule aussi. Bam. Voilà. Donc il prévoit quand même 10 numéros par an. Pour l'instant, il y a un lancement qui doit être fait, alors sur Kickstarter aussi, je crois, mais pour l'instant il n'y a pas de campagne qui a été lancée. Mais je voulais juste en parler déjà pour dire ça existe. Et donc on a fait un article sur Comics Blog avec la vidéo de présentation. Puis comme dit, vu qu'il y a de la BD américaine qui doit être dedans, je pense que ça peut être intéressant. Après, je me fais pas d'illusions non plus. De ce que je comprends des choix, enfin de la personnalité éditoriale de Vincent Vernier, c'est peut-être pas la BD américaine à laquelle nous on serait habitués. Ce sera peut-être plutôt quelque chose qui sera Chris Wareien ou Daniel Closien, plutôt que des gens qui parlent de la vie sexuelle ou une biographie d'un mec mort il y a 125 ans. Non, mais peut-être pas forcément que des trucs du réel, mais tu vois, mais dans une approche, je veux dire, esthétique. Enfin voilà, j'arrive à voir dans mes préjugés quel type. Après moi ça me parle, hein, tu sais tout ça. Ouais, bien sûr, ouais. Mais moi aussi. Tu dis nous, mais moi je lis Chris Ware. Oui, je sais, mais moi je aussi. préfère Close à Chris Ware. J'ai un Chris Ware et je préfère. Enfin, celui qui est encore sous scellé, là. Oui, c'est ça. Parce que il a un Chris Ware sous blister depuis 5 ans. Ouais, c'est ça. Il faut trouver l'envie et le temps, et je t'avoue que c'est pas un auteur qui m'attire des masses, Close, quoi. je pense que ça pourrait te parler en plus. Hein. Mais Close, j'en ai lu en plus. Ghost World, c'est mais Ghost World, j'ai lu. C'était il y a longtemps, mais je l'ai lu. Il faudrait que je le relise. Patience, c'est vachement bien aussi. Et j'ai non, je confonds avec Charles Burns aussi, parce qu'il y a Black Hole de Charles Burns qui est. Mais voilà, je pense qu'on est plus dans ces auteurs-là que dans. Enfin, Burns, c'est hyper accessible quand même. Burns, c'est quand même très accessible. C'est pas Forman, tu vois. Enfin, c'est. Oui. C'est assez dirigé, quoi. En tout cas, Black Hole, c'est assez dirigé quand même. Non, mais il y a cette autre Dave Bark Def aussi auquel je pensais, tu vois. Donc voilà, je pense qu'on sera dans ces registres d'auteurs-là, mais c'est une bande dessinée qui est tout à fait valide aussi, et comme dit, c'est juste qu'elle est moins pop, quoi, tu vois. Et donc voilà. Donc ça, c'est Lilith. J'avais envie d'en parler, et tant qu'on y est, juste pour vous dire qu'il y a aussi une campagne qui s'est lancée sur Ulule pour un magazine de publication qui s'appelle Nemu, qui là est vraiment destiné à faire aussi découvrir en fait de jeunes auteurs français. Mais on en reparlera, je pense, avec justement le Nicolas Forçant qui est derrière cette initiative, parce que je pense que c'est un petit projet qui est vachement intéressant et qui s'inscrit aussi un peu dans ce qu'on a envie de développer avec First Print sur les jeunes auteurs entre guillemets. Mais voilà ce qu'on a fait avec Johan, avec Sylvain, avec voilà, enfin maintenant qui ont plus besoin de nous, largement plus besoin de nous. Mais voilà, mais non, mais tu vois, même la courte échelle a été de courte durée du coup. Ouais, mais ça reste toujours un petit truc en plus. Mais non, mais je pense à Hoop Island, alors même si bon, ils ont arrêté le projet depuis, j'ai l'impression, mais voilà, de juste dire que voilà, il y a des jeunes auteurs qui se lancent, et si on peut accompagner ou juste présenter et faire découvrir à quelques personnes, ça sera toujours ça de gagner pour eux et pour le podcast. Ensuite, Corentin, du côté... Ah oui, je continue tout seul, en fait, je crois. T'avais rien d'autre à rajouter sur Charlotte mensuelle? Non, juste sur le fait que dans la bande dessinée française, mais faut savoir que les super-héros ne sont pas que américains. D'ailleurs, même l'origine même des super-héros américains est européenne. Je vous renvoie à l'excellent podcast avec Serge Lehmann sur la Brigade Chimérique parce qu'il nous est tout un exposé là-dessus. Et il y a un des premiers super-héros français, en tout cas considéré comme le premier super-héros français après la Seconde Guerre mondiale, qui est au cœur d'une certaine activité, puisque il y a des comics qui vont revenir. Un projet qui s'appelle Fantax. Alors le Fantax. Fantax. C'est quoi Fantax? Arnaud, dis-moi.
Fantax Les gens Returns. veulent savoir, ils connaissent pas. Ouais, non, c'est vrai qu'il n'y a pas encore le titre. Batman, mais ils connaissent pas encore Fantax. Alors Fantax, mais moi j'ai pas non plus, je connais pas tout forcément tout l'historique très bien parce que je ne suis pas un spécialiste. En plus, voilà, Xavier Fournier nous accompagne dans ce podcast. Ouais, mais parce que j'y viens juste voilà. après. J'y viens juste après. Donc Fantax, en fait, c'est un personnage qui est créé en 1946 par deux Lyonnais, Marcel Navarro et Pierre Mouchot, sachant que Pierre Mouchot se faisait appeler Shot, C-H-O-2-T, et Marcel Navarro utilisait le pseudonyme de J.K. Melvin Nash, parce qu'en fait, les premières aventures en bande dessinée, c'était censé être narré par ce Melvin Nash. En fait, c'est un peu comme si c'était le biographe de ce Fantax. Et Fantax, en fait, c'est un monsieur dont le vrai nom c'est Lord Horace Neighbor, qui n'a pas de super pouvoir, mais qui est costumé, masqué, et qui va donc défaire des vilains, sachant que au début, il est riche du coup. Hein? Il est riche aussi. Il est pas, oui, Parce qu'il a une cave avec des chauves-souris. Non, il a pas de cas avec des chauves-souris. Sérieux? Non, mais par contre, ça m'intéresse pas. Alors. Le truc, c'est que c'est des aventures qui avaient marqué l'époque aussi, parce que même s'il y avait un contexte très urbain au départ, en fait, après, il partait vraiment dans des contrées beaucoup plus exotiques, dans des jungles, dans des savanes et dans des choses comme ça. Et deux choses quand même qui sont très différentes aussi, c'est qu'il est marié et il a 2 enfants, et surtout sa femme est au courant du secret de son identité, et elle l'aide dans ces histoires. Donc en fait, on appelle ça le pulp, chers amis. Ouais. Donc Fantax, le Gentleman Fantôme, il y avait eu 2 séries dans les années donc fin des années 40-50. Puis après c'est une création qui est tombée un peu dans l'oubli, mais justement en fait il y a le petit-fils de Pierre Mouchot qui en fait a voulu remettre en avant le travail de son grand-père, et donc en fait ils avaient réédité toutes les précédentes aventures dans un projet qui s'appelait je crois Fantax, non, je crois que c'est juste en fait rééditer les aventures de Fantax, quoi. Et après, ils avaient fait un projet qui s'appelait Fantax Renaissance, qui avait été mis sur lui maintenant il y a 5 ans, où en fait c'était vraiment en gros des nouvelles aventures avec différents auteurs. Il y avait pas mal de gens qu'on connaît. Il y avait Laurent Lefebvre notamment qui signale une couverture. T'avais déjà des auteurs comme Thierry Mornay, comme Jim Dandy dont on a parlé dans un précédent podcast parce qu'il a fait Capitaine LSD, donc Pascal Millet aussi qui était là. Donc ça c'est des auteurs français maintenant, et justement ça revient donc de nouveau en bande dessinée a priori d'ici 2025 avec Thierry Mornay, donc vous connaissez parce qu'il est directeur de collection aux éditions Delcourt, mais aussi parce qu'il est scénariste et auteur des bandes dessinées Le Garde républicain, dont on vous a aussi déjà parlé à plusieurs reprises dans ce podcast. Ce sera dessiné par Pascal Millet. Là aussi, un dessinateur de BD franco-belge, mais qui est très influencé, très infusé de pop culture, et dont on avait aussi parlé, parce qu'il avait fait Seul l'ombre avec Rurik Salé chez Comics Initiative. D'ailleurs, ils sont en train de faire un autre projet en ce moment. Donc les deux, ils s'associent, et pour une histoire donc qui s'appellera Ô vieillesse ennemie. C'est un récit. Old Man Fantax. C'est ça, parce que clairement Thierry, il a mis sur ses réseaux, il a dit. Je cite, l'idée du récit est d'ancrer le personnage dans une époque volontairement différente de celle des origines, avec un personnage vieillissant. Donc oui. Old Man Fantax, Fantax Returns, je sais pas comment. Depuis la baisse de la CSG et la retraite à 64 ans, du coup, Fantax est vénère et va aller dégommer Macron. Voilà. Merci Fantax. Ça, c'est une bonne idée. On traite mal les vieux dans ce pays. Ce serait une excellente idée. Et donc voilà, il va dégommer les mecs dans les EHPAD. Non, mais ça fait partie d'un projet qui c'est toujours sous le label Les Nouvelles Aventures de Fantax, donc j'imagine que si ça se passe bien, ça devrait y en avoir d'autres avec d'autres équipes créatives, ou peut-être la même. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'ils vont y aller franco, c'est-à-dire qu'il y aura pas de campagne de financement participatif, ils veulent vraiment le sortir tel quel et le proposer a priori pour le prochain festival d'Angoulême. En tout cas, c'est cool de voir. Je sais pas si vous nous écoutez régulièrement, si ça vous parle aussi, mais vous avez bien vu que il y a quand même de plus en plus d'actualités autour des super-héros français, avec la relance de Photonic par Paul Renaud, avec le fait que les droits de Photonic, de Micros et même de Fantax ont été rachetés par une société qui s'appelle Imagineer Studios, sur laquelle tu le mentionnes avant, Xavier Fournier, il est directeur artistique ou conseiller artistique, pardon. Mais voilà, il se passe vraiment quelque chose. Il y a un film Fantax qui est en production, il y a une série Loisel qui est en production aussi, donc c'est des choses dont on va forcément reparler au cours des prochaines années. Et juste pour signifier aussi d'ailleurs que Xavier Fournier, il y a 10 ans déjà, en 2014, avait sorti un énorme pavé qui s'appelle Super-héros, une histoire française chez Huggin et Menin, et qui retrace vraiment en fait. Il y a Super Dupont. Il y a Super Dupont effectivement, et qui retrace vraiment l'histoire des super-héros français, et ça part vraiment du 19e siècle, époque littéraire, on parle du conte de Monte Cristo, on parle de tout ça, jusqu'à de nos jours, en passant donc par les créations de l'époque Luc. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est très
copieux, clairement, mais c'est un gros bébé. Ouais, non, c'est un très beau bébé. Il ressort, en fait, il est ressorti. Là, il y a une édition qui vient de ressortir et qui se dote en fait d'un chapitre supplémentaire, parce que justement, ça évoque tout ce qui s'est passé entre 2014 et 2023 dans le 14e chapitre, qui n'était pas là dans la précédente édition. Donc voilà, c'est en train de. Alors, je sais plus si ça sort ce mois de juin. Enfin, je crois que ça sort ce mois de juin, que c'est donc peut-être pas encore. C'est qui elle? C'est Fantomètre? Disponible. Je les connais pas tous, Okay. frérot. Il y a pas le Nyctalope là? Non, bah écoute, tu verras. Je suis pas content là. Ah bah écoute, le vrai fondateur. tu verras avec le maquettiste pourquoi il n'y a pas eu les personnages que tu The voulais. Shadow est Mais un tu vois voleur, que tu vois que Fantax est sur la couverture. Oui, je tu vois. vois, il est ici. Donc voilà. Il ressemble comme un peu à Batman. Hein. Oui, mais en même temps, Batman ressemble à Zorro, quoi. Donc bon. Oui. Tu vois. Oh. Il a pas les petites cornes. Tout finit par se ressembler un jour. Mais donc voilà. Mais en fait, et j'ai vu dans la version, parce que moi j'ai eu accès au PDF, mais dans la version augmenté qui vient ressortir, enfin, je sais pas quand il a rendu le manuscrit final, mais il parle quand même de projets qui ont été annoncés, genre limite, ou alors il était au courant, mais qui ont été annoncés officiellement il y a quelques semaines et qui se retrouveront. Je pense qu'il était au courant. Oui, il devait. Je sais pas s'il y a un projet de comics français où Monsieur Fournier n'est pas au courant. C'est une bonne question, ouais. Bon, beaucoup de noms francophones, Arnaud, là, dans ce podcast. Je commence à faire une crise d'urticaire. C'est ça, c'est bien qu'on parle des Miller et des Moore. C'est pas assez américain pour toi? Ou anglophone. Tout ça. Très bien. On va passer de toute façon à la partie comics VO et on va faire peut-être juste un point. Un premier point très indé, et pour une fois en fait, parce que d'habitude le Focus Pulps il arrive vraiment entre la séparation VF et VO, mais là vu qu'on avait très peu de VF, je propose qu'on parle un petit peu de VO, on fera un Focus Pulps et après on continuera avec le reste de la VO. Alors Corentin, justement je te laisse la parole pour nous parler d'épices, et on va pas faire un hors-série sur Dune, Spicy. puisque en fait c'est le nom, enfin c'est parce que Vault Comics vient de lancer un nouvel imprint qui s'appelle Threshold, le seuil, et qui est décrit comme étant épicé. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors moi, je ne sais pas ce que eux entendent par là, mais si on veut regarder le premier projet qui est annoncé là-dedans, ça rejoint une espèce de tendance qui est en gestation dans l'industrie indé depuis quelques années, qui est de remettre un petit peu, pas forcément l'érotisme, mais le kinky, on va dire. Il n'y a pas d'équivalent français. Le coquin, comme toi tu dis des fois. Oui. Le coquinou. Oui. C'est le oui. Le coquin, voilà, on va dire à la mode. C'est-à-dire des comics qui n'ont pas forcément de vocation érotique au sens strict, c'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on va lire pour s'exciter, on va dire. Ouais. Mais par contre, ça a une dynamique sexuelle, on va dire. Donc dans le cas de Lilith, c'est l'histoire d'une démone qui est chassée des enfers, enfin qui se retrouve sur Terre, loin de sa maison, donc loin du cercle des enfers auquel elle appartient, et qui en fait se nourrit des êtres humains. Donc en fait, elle les chasse, elle fait de la prédation en allant dans les clubs, en se faisant passer pour une jolie nana sexy, et en les ramenant chez elle pour coucher avec et ensuite les bouffer. Voilà. Et après, on nous explique qu'elle va tomber amoureuse d'une bibliothécaire qui pourrait avoir un grimoire qui lui permettrait de rentrer chez elle. Ce personnage-là, en fait, donc la créatrice, tu m'as... Corinne Howell. La créatrice explique en fait que c'était... elle, au départ, c'est une fan de monstres, elle dessinait beaucoup sur Instagram, et elle a eu cette vision d'une petite nana un peu à la Vampirella. C'est très Vampirella dans l'esthétique. Ah oui, oui. Qu'elle a commencé à dessiner, puis après elle a commencé à lui... Enfin, en général, elle ne faisait que des illustrations à usage unique. Elle a continué à l'utiliser. Et les fans ont bien réagi, en fait. C'est devenu un personnage populaire sur le web, au point justement de mériter une intrigue, et qui va donc effectivement amorcer Threshold. Quand on voit les premières pages, il y a pas de poitrine apparente, il y a effectivement une scène de sexe, mais qui est, on va dire, dans un coin de case. L'objectif, c'est vraiment de faire de la violence sexy, quoi, on va dire. C'est pas du tout ce que peut faire une Maria Jobet ou même une Mirka Andolfo. Encore qu'Andolfo, c'est pas non plus ultra graphique, hein. Faut quoi. Ça dépend. Après, ouais. Vas-y. Alors ça, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas du comics de cul, quoi. Genre, Maria Jobet, c'est du comics de cul. Non, alors que c'est souvent plus ce qui est, enfin, pas dommage, mais c'est vrai que t'as souvent des projets de Mirka Andolfo qui est annoncé comme érotique, et tu t'aperçois en fait que ce paramètre-là est très léger. Exactement, ouais. Alors que c'est une dessinatrice italienne, en Italie, ils savent la faire, la BD érotique. C'est pareil, ouais, effectivement. Il y a un petit Milo qui par là-bas, selon toutes les rumeurs. Tintin et Milo. Il y a Serpieri aussi, qui est italien, un Drona. Oui, bien sûr, oui. Tintin et Milo, extraordinaire. Je voulais pas que les gens l'oublient. Serpieri, c'est quoi? C'est Caravage, non, qu'il a fait? C'est Drona. Oui, pardon. Oui. Non, Caravage, c'est Manara aussi. C'est génial, d'ailleurs. C'est une super BD de science-fiction pendant 3 tomes au moins. Par contre, voilà, il y a beaucoup de cul dedans, mais bref, peu importe. Ça rejoint une tendance globale, en fait, qui est en train de s'amorcer, donc, où effectivement, Andolfo fait, on va dire, du sexy genre, d'une manière ou d'une autre,
Il y a eu Money Shot de Sarah Bitier. Il y a eu quelques, enfin, de Tim Seeley, Sarah Bitier, voilà, et Rebecca Isaacs. Merci beaucoup, Rebecca Isaacs. Il y a donc Maria Iobet qui commence vraiment à prendre, au point qu'on a vu qu'Image Comics a repris les histoires qu'elle avait publiées pour l'anthologie Image, qui étaient des petits segments en fait qui se faisaient suite, pour les rééditer en un seul numéro avec une nouvelle cover. Une maison d'édition comme Image ne fait pas ça si elle n'estime pas qu'il y a un marché ou qu'il y a un vrai talent à pousser, à mettre en avant. Et Iobet, en fait, elle est en train de faire un vrai lancement aux États-Unis, un vrai beau début de carrière avec les Faceless, avec Luna et avec Crave, voilà, avec une dynamique qui est vraiment pour le coup très érotique, très sexuelle. De la même façon que voilà, on a vu, il faut que tu m'aides là par contre, le comics de Bandage, je l'avais référencé dans l'article que j'avais écrit, tu sais, avec une nana qui a une frange brune, qui est en tenue de dominatrice. Ah, ça porte. Mais en plus, tu l'avais lu ce truc-là. Oui, c'est de Luciana Vieccio. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, ce truc-là, voilà, par exemple. Bon, on sait qu'il y a eu une période où les comics érotiques étaient plus présents, notamment grâce au travail de Peter Milligan, ou même au fait le sexe était plus présent. On sait qu'Alan Moore avait fait un essai avec Lovesick, merci. On sait qu'Alan Moore avait fait un essai dans le répertoire avec Lost Girls. Au final, ça a jamais vraiment trop pris parce que les mentalités américaines, elles sont plutôt arides dans l'idée de mélanger bande dessinée et sexe. Alors, évidemment, c'est assez rigolo puisqu'au départ, le marché indépendant en fait de la BD, c'est de la BD de cul. Les Tijuana Bibles, les BD qui étaient distribués par la mafia à l'époque de la prohibition et tout, c'était des BD de cul. C'est ça en fait la vraie source du marché indépendant. Comme Robert Crumb qui a toujours eu des comics où c'était pas des comics très graphiques quand même. C'était des comics voilà où le sexe avait une place assez importante. Il y avait de la bistouquette, il y avait des nichons et tout. Et en fait voilà, l'origine même du marché indépendant, c'est de parler de ces sujets que les mainstream ne couvrent pas. Et en fait, avec le temps, l'indépendance un peu mainstreamisée. Tu vois, maintenant, quand on parle de marché indépendant, on parle de saga, par exemple, où il y a du sexe, mais ça reste une grande saga de science-fiction. Quand on parle de Black Science, ça pourrait être un comics qui, en fait, est lu, enfin, qui d'ailleurs c'est le cas, qui est lu par les fans de Spider-Man, qui est lu par les fans de Jonathan Hickman, etc., etc. Et donc, en fait, cette espèce de case-là, elle existait que vraiment pour les publications poubelles, on va dire. Le soft porn débile pour les abrutis chez Zinscope, par exemple. Ou bien chez Boundless Comics, qui est même plus pour le coup du soft porn, qui est juste des gens tout nus. Oui, c'est porno, hein, pour le coup. Voilà, tu vois. Et c'est ridicule, parce qu'en fait, encore une fois, on le dit à chaque fois, on le dit très souvent, le sexe fait partie de la vie, c'est un moteur derrière des interactions humaines, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, et peu importe ce que les jeunes en pensent, il n'y a pas besoin qu'une scène de sexe soit utile dans l'intrigue, ça peut être un plaisir esthétique aussi, ça peut être voilà, comme un dialogue, entre guillemets, ou une scène d'action. Voilà, ça existe dans l'art depuis toujours. Le nu fait partie de l'art aussi depuis toujours. Et donc, effectivement, c'était un peu curieux que les Américains qui, bon, ont été largement freinés par le Comics Code Authority, n'aient jamais voulu rattraper ce retard-là. Et là, on voit que ça commence à arriver. Quelque part, Threshold, bon, alors, eux, ils disent épicé, je pense, pour pas dire érotique. Parce que ça a une connotation érotique, tu vois, c'est les blisters, qu'il faut mettre les comics dedans. Pareil pour, tu vois, les comics de Gail Simon et Jimmy Palmiotti, qui ont souvent eu droit à des covers érotiques, ça veut dire, tac, sous blister, très en haut du rayonnage, là où le grand public, justement, n'ose pas lever les yeux, de pas passer pour un pervers dans la boutique, tu vois. Et en vrai, pour moi, je trouve ça, tout ça est très ridicule, et je trouve ça assez cool que l'indépendant, enfin, se décide à aller chatouiller, justement, ce plaisir-là, ou ce lectorat-là, en fait, qui est un lectorat, voilà, qui est un lectorat qui existe, et qui est un lectorat d'adultes, surtout, parce que vous m'entendez régulièrement parler de... Tu me considères comme adulte? Oui, bah, de fait. Ouais. Ça veut pas dire mature, hein. mais qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois, de fait, il y a un truc qui est un peu chiant, c'est que là, on sort d'une grosse période roman graphique jeunesse. Ça doit faire 15 ans que l'industrie s'est tournée vers ça et a commencé vraiment à faire des tonnes d'initiatives en ce sens. On a vu des comics jeunesse qui sont arrivés chez DC, chez Marvel. Ça a été le nouveau filon exploité. Si le nouveau filon, ça peut être de revenir vers les adultes, et pas que pour le cul, puisqu'en face, t'as DC qui fait le Black Label, et t'as Marvel qui fait les comics Red Band. Donc on voit que la violence, pour le coup, réintéresse les Big Two, la violence graphique, la violence explicite, et que les indés se disent, pourquoi ne pas aller chercher, effectivement, un peu plus l'érotisme avec des artistes qui sont doués pour ça. Donc voilà, moi, enfin, j'ai envie de dire, rendez-moi mes BD pour adultes. Donc je suis content. Je sais pas si le lit m'intéresse, le projet, je pense, c'est peut-être pas dans ma zone, moi, de préférence. Mais tu vois, c'est comme Stepan Segic qui nous disait... Ça a l'air quand même très joli, quoi. Sur les planches intérieures. Bon, mais elle est douée, hein. Ouais, mais tu vois, c'est comme Segic qui nous disait l'industrie des comics, elle a été obsédée par les super-héros pendant 80 balais, en oubliant qu'il y a des gens qui ont envie de consommer autre chose. Moi, quand j'ai sorti mes comics de cul, j'ai eu des centaines de milliers de gens qui sont venus les lire, et je gagne beaucoup plus d'argent que le meilleur scénariste de chez Marvel. Donc voilà, c'est peut-être une leçon à retenir, et l'industrie commence peu à peu à évoluer. Ouais, et d'ailleurs, sais-tu que pour l'anecdote, que Maria Lobet était présent sur le Doggy Bags Heartbreaker?
Mais oui, je le sais. Parce Et- que tu as fait une news dessus. Non, j'ai jamais fait de Ah news bon, dessus. d'accord. Bah non. Ah, tu me l'as dit alors. Oui, non, sur Heartbreaker, je faisais pas de news à l'époque. Heartbreaker. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, merci Corentin Avec pour plaisir. cette imprint. T'es content, toi, du coup? Donc, qui arrive. Bah, J'imagine. moi, je suis content et d'ailleurs, on va je crois, oui, on va le placer dans le Focus Plus. Ce sera pas, en plus, il y aura 3 titres qu'on va aborder dans le Focus Plus, mais on va le redire après. Sachez que Lilith sera aussi dedans et que ma foi, moi, j'en profiterai pour aller découvrir ça. Autre news sur laquelle je te laisse la main. D'ailleurs, c'est ton quart d'heure, en fait, puisque Dan Didio, le bon Dan Didio, est de retour au Dan comics. Didio. Alors, on sait qu'il s'est barré de Frank Miller Publishing. On sait qu'il n'est plus là. Ah, il s'est barré ou Où il a été, où il a été barré. Où il a on va été dire. remercié. À voir ce qui s'est passé, on n'aura certainement jamais le mot. Bah, ouais, bah, d'après Bleeding Cool, en fait, c'est lui devait être directeur de collection. Et en fait, quand la boîte a transitionné vers Abrams Comics Art, bah, il y avait un directeur de collection qui les attendait sur place, quoi, on va dire. Donc, le rôle de Didio était doublon et peut-être que lui, bah, qui voulait être plus, entre guillemets, une sorte de coprésident, a pas voulu, en fait, servir les intérêts de du coup, oui, que Abrams Comics Art, c'est Rodolphe Lacha, et j'imagine que, il avait voilà. il est là, quoi, donc. Ouais, puis il y a Charles Kochman aussi, qui est l'éditeur d'Alex Ross, qui travaille beaucoup avec eux. Donc, voilà, enfin, je pense qu'à mon avis, il n'y a pas de place, quoi. Et, bref. Pas de tu disais, place. excuse-moi. Qui était, donc, qui lance de nouveau des comics en tant qu'auteur, alors. Oui, bah, pour l'instant, il écrit un roman, déjà, son 2e roman. Je savais même pas que Dan Didio avait écrit un roman, donc je suis content de l'apprendre. Il y a une interview de Brian Bendis qui va arriver sur le site, en podcast. Et sur le un site, podcast, surtout une énorme interview. Ouais, très longue une interview. énorme interview, elle fait 1h30, quelque 40, chose, ouais, non, 1h40. 1h41 pour être précis. 1h40 J'avais le compteur sous les yeux pendant quelques jours. Ouais. Et donc, en fait, lui, il revient justement sur la période d'essai comics où c'est Dan Didio, pardon, qui l'a débauché, pour le faire venir chez DC. Et la vision que Bendis développe de Didio, en fait, est assez conforme à ce que moi j'imaginais, justement. Parce que, tu sais, Didio, il a un peu la réputation d'être le Didionator. Alors, pour ceux qui voient pas, c'est le mec qui a dirigé DC, en fait, l'éditorial, en tant que Chief Creative Officer et publisher pendant 15 ans? Quelque chose comme ça. Et c'est lui qui était à l'origine des New 52, avec Geoff Jones, avec Jim Lee. Et beaucoup d'idées qui ont pas plu, en fait, pour les New 52 lui ont été imputées. Parce que c'est facile, on regarde toujours du côté du patron. Comme nous, d'ailleurs, on fait beaucoup de reproches à CB Cebulski, alors qu'on pourrait en faire à plein d'autres gens, aux scénaristes eux-mêmes, parfois. Et en fait, voilà, Didio, quelque part, il est vu par Bendis comme un vrai grand capitaine d'industrie, un vrai mec talentueux et tout. Donc, c'est curieux, mais effectivement, ça donne un peu envie de se regarder sur le bonhomme. Au niveau scénaristique, c'est par contre pas un grand scénariste, ça, je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Il avait fait un comics chez FMP, avec Danilo Barouf, dont je vais pas retenir le nom. Je sais plus. Ancient Enemies, je crois que c'était. Il avait fait Sideways chez DC aussi. Et enfin, il a toujours plus ou moins écrit des comics. Sideways qui était pas trop mal, je trouve. C'était pas mal. Enfin, c'était une sorte de Spider-Verse, quoi. Ouais. C'était un Spider-Man qui pouvait se téléporter d'un endroit à un autre, ouais. quoi. Mais avec Rocafort, c'était plutôt joli, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, là, il va écrire un comics chez Tac. Chez Matt Cave. Chez Matt Cave Studios, tout à fait, les Defenders of the Earth. Donc ce sera une maxi en 8. Ou une mini en 8, je sais jamais comment il faut dire pour les... Au-dessus de 6, techniquement, c'est une maxi. Ok, bon, ce sera une maxi en 8. Alors, c'est marrant parce que les Defenders of the Earth, en fait, au départ, c'est un concept qui est lancé par Marvel. Au tout départ, dans les années 80. C'est une série animée qui reprend les personnages de la période pulp. Donc, Mandrake, le magicien avec son serviteur Lothar, le fantôme, Flash Gordon, l'explorateur spatial, et quelques autres dans le dessin animé. Là, il y aura que ces 4-là pour le comics. Donc, toutes ces figures-là, en fait, c'est des figures qui ont justement, un peu comme nos super-héros français à nous, participé à l'apparition de la culture super-héros aux États-Unis. C'était des héros littéraires, généralement, ou alors des comic strips, ou de feuilletons radio, un explorateur qui voyage dans les étoiles, un magicien qui explore des jungles inconnus, et le fantôme qui était en fait vraiment un vigilante avant l'heure, quoi. C'était un super-héros quasiment. Donc, des personnages-là qui, en fait, sont les ancêtres des super-héros, vont tomber dans les mains de Dan Didio, c'est quand même assez rigolo. Au départ, la série animée qui était en syndicated, elle a duré un petit moment quand même, hein. Et donc, elle était produite par Marvel à l'époque où Marvel produisait aussi les comics, enfin, les séries animées Transformers et G.I. Joe. C'est trop rigolo, toutes les licences qu'ils ont perdues avec le temps. Oui, ils en ont réacquis d'autres. Hein, oui, enfin, Disney en a réacquis d'autres, mais, de toute façon, on va en parler tout à l'heure. Mais, du coup, ouais, ça arrive. Écoute, moi, je sais pas trop si je suis content parce que quelque part, c'est rigolo, tu vois, de se dire que ces personnages-là qui sont les grands anciens reviennent en BD. Les grands anciens, c'est Lovecraft. Ça a rien à voir. Et pour certains de ces personnages-là, ils sont même apparus avant que Lovecraft commence à écrire des bouquins. Faut remarquer, bon, c'est la même période, quoi. Parce que Lovecraft, c'est le pulp aussi, hein. C'est comme Conan le Barbare, c'est une littérature qu'à l'époque, on considérait pour les attardés, enfin, les gens cons,
ou les autistes ou les adolescents, et au final c'est devenu le plus grand écrivain d'horreur de tous les temps. Bah, ils s'écrivaient de toute façon, Lovecraft et Ouais, Howard. c'était super pote, ouais. Mm. Mais c'était pareil, mal payé par les éditeurs, considéré comme de la littérature de niche, et plus ou moins mort dans la misère tous les deux, quoi. Bref, ceci étant dit, de quoi on parlait? Oui. Donc Dan Didio va faire un comics. Tant mieux pour lui. J'espère qu'il va bien. Salut Dan Didio, si tu nous écoutes, envoie des news, frérot. Et une interview, on n'est pas contre. Voilà. Ouais, j'aimerais bien. Ce serait bien de Il y a des choses à dire pour remettre les vérités historiques dans le contexte historique de l'époque historique. Ouais, tout à fait. Et puisqu'on parlait de Dan Didio, on va poursuivre avec un autre auteur que l'on connaît bien aussi pour son travail chez DC, et justement qui va faire une petite infidélité à DC Comics. Alors c'est pas sa première, hein, puisqu'on parle de Tom King, et que Tom King fait notamment Love Everlasting. Avez-vous lu Love Everlasting de Tom, disponible chez Urban Comics, très bien traduit, tout ça. La VO est bien aussi. Hein. La VO est bien aussi, effectivement. Mais bon. Pardon. Elle ne me donne pas droit, la VO est bien, mais la VF, elle me donne droit à 0,5% du prix de vente de l'album sur truc, ce qui représente très peu. Et ouais, parce que voilà. c'est de l'avance en plus, donc tu vas recouper ton avance pendant 6 ans, et un jour, peut-être, tu vas gagner 1 centime. Je ne pense pas, du coup. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Donc, on parlait de Tom King. Tom King qui va faire contre, lisez Love Everlasting, quand même. On vous a dit que c'était bien. Faut nous faire confiance à un moment donné. C'est bien Batman et tout, mais merde, Love Everlasting. Tom King, donc, qui s'invite chez Archie Comics pour un one-shot, et pas n'importe quel one-shot, parce que c'est un peu le one-shot qui va mettre fin à Archie Comics, puisque dans cette histoire, Archie va faire le choix entre Betty ou Veronica. On sait pas s'il va faire le choix. Il a envie de faire le choix, en tout cas. Ça, c'est voilà. Avec Dan Parent. Ouais. Qui est un des anciens de chez Archie, c'est le style comics Archie classique, quoi. Pour encore une fois, c'est ceux qui ne voient pas ou qui prendraient le podcast en cours de route. Archie Comics au départ, c'est un personnage qui est créé par MLJ Publications, qui est une vieille boîte en fait qui faisait de la fin des années 30, début des années 40, des réimpressions de comics étrangers, enfin même pas, donc qui faisait de la distribution en fait de comics, et qui ont commencé à s'intéresser à un personnage particulier qui était inspiré par une série de films très américains, très tarte aux pommes, très l'Amérique idéale, les prix qui chantent et compagnie, qui s'appelait Archie Andrews, et qui effectivement est amoureux de Duff, enfin est amoureux. On sait pas trop s'il est amoureux d'elle, a priori oui, mais surtout c'est un peu débile, quoi. Donc il est courtisé par 2 jeunes femmes, Betty, la blonde, et Veronica, la brune, dans la dynamique freudienne de la maman et la putain. Enfin, c'est un truc qui est effectivement très caricatural, mais qui marche bien en fiction, je sais pas pourquoi. Et en fait, depuis 80 balais, Archie sait toujours pas avec qui il va se maquer. Il est amoureux de Betty quand il est avec Betty, il est amoureux de Veronica quand il est avec Veronica. Elles-mêmes sont meilleures amies, mais en même temps, elles sont rivales en amour. Dans la petite communauté de Riverdale, où il fait toujours beau, sauf quand on a envie de faire un épisode à la neige, où d'un coup il se met à neiger. Donc voilà, c'est une logique qui marche. Archie, on le sait, ils avaient essayé de faire des comics plus modernes dans les années dans les années 2010, avec justement le volume de Mark Waid et Fiona Staples. 3 tomes sortis chez Glénat, mine de rien. La mini Betty et Veronica de Adam Hughes aussi, qui était très sympathique. Sorti chez Glénat aussi. Absolument, je l'ai. Et puis après, ça s'était vite arrêté, parce que cette espèce d'effort créatif, il était surtout mis là, en fait, à vocation de recréer les New 52, on va dire, à l'échelle des comics Archie, mais comme les New 52, les gens préfèrent, en fait, le classicisme de l'ancienne époque, en fait. Oui, puis les ventes se sont érodées au final. Oui, mais c'est normal. Enfin, c'est comme à chaque fois que tu fais un reboot. Au final, en fait, les gens, ils préfèrent le comics Archie classique parce que c'est un truc qui est intemporel. C'est des tonnes de références partout à Archie dans la culture pop. C'est vendu dans les magasins de jouets. C'est un comics qui est assez, entre guillemets, qui a été très longtemps conservateur, en plus, que les mamans achetaient à leurs gamins et tout. Ou les parents, enfin les papas. Et donc voilà, en fait, il y a même une série Life with Archie qui était un peu une façon de résoudre l'équation Archie, Betty et Veronica, où en fait, un numéro sur 2, on imaginait la vie d'un Archie adulte qui aurait quitté le lycée, qui aurait quitté la fac, qui aurait trouvé du boulot, et qui aurait épousé l'une des deux. Donc dans un numéro, il est avec Betty, dans un numéro, il est avec Veronica, dans le numéro suivant, il est avec Betty. Ça étudie les 2 continuités parallèles. Donc pour vous dire, ça a jamais été tranché, cette histoire. Il y a que dans les séries télé ou dans Afterlife où vraiment on a un Archie qui se décide à trouver l'amour chez une de ses 2 prétendantes. Donc là, Tom King, il se dit, mais c'est rigolo. Et en plus, on sait que Tom King, qui est un peu un obsessionnel justement des comics rétro, c'est ça, hein. Love Everlasting, c'est le mec qui se faisait chier pendant la pandémie. Il a mis le nez dans les romance comics des années 50. Il a dit, c'est rigolo, il y a une mécanique qui est ultra codifiée, ultra rigide. Comment la détourner, comment s'amuser avec.
Et ça a donné Love Everlasting. Voilà, qui est vraiment, donc pour le principe, c'est juste, et si en fait, parce que vous voyez que tous les comics de romance, au final, c'est toujours un peu ce que disait Corentin, les mêmes mécaniques d'histoire, avec une meuf qui tombe amoureuse de quelqu'un et ça fait des péripéties, est-ce qu'il trouve l'amour à la fin? Et l'idée de Love Everlasting, c'est de dire, et si en fait, dans toutes ces histoires publiées dans les années 50-60, en fait, c'était la même nana, qui à chaque fois était coincée dans les mêmes mécaniques d'histoire d'amour. Et donc, façon Code Quantum, voilà. Se réveille dans un corps différent à chaque fois, mais c'est la même histoire qui va se passer et tout. Et donc ça, pour le coup, voilà, on peut très bien imaginer que Tom King, pareil, pendant la pandémie, a lu beaucoup d'Archie Comics. On peut imaginer qu'il a grandi avec, c'est un Américain. Oui, on peut juste dire qu'il kiffe ça, ouais. Voilà, il a envie justement de dévoyer les codes, parce que Tom King, c'est un grand détourneur de codes. C'est un mec qui aime bien, voilà, rompre les structures, dire, c'est pas comme ça exactement et tout. Donc, il va faire ce numéro unique, et c'est là que c'est vraiment bizarre, parce que Goldwater, le patron de Archie, avait dit, cette année, on reprend les mini-séries, promis les gars, ça y est. Cette semaine, sort Archie Comics Judgment Day, qui est la première mini-série Archie depuis quelques années, ouais, 5-6 ans par là. Hein. Non, peut-être pas non plus. Oh, quand même, ça fait vraiment très longtemps là. Depuis 2020. Ouais. Depuis le post-pandémie, quoi. Et donc ça va effectivement être l'occasion de voir Tom King déjà écrire du Archie dans le style d'Archie. Ça va pas être ils vont pas faire les gros mots avec les caractères spéciaux là. Avec Dan Parron, qui est, je suis très content. Avec Dan Parron, qui est donc l'héritier direct de Dan DeCarlo, qui est donc ce style très gamin, très universel, très cartoon, très cartoon. Enfin, c'est pas du comics, ça va au sens strict, quoi. C'est du dessin pour enfants. Donc moi, je suis quand même assez curieux. Qu'est-ce que Tom King est quand même réputé pour faire des comics relativement noirs, relativement psychologiques, relativement sérieux, vient faire chez Archie, à part exaucer un rêve de gosse, je ne sais pas. C'est forcément intéressant, tu vois, c'est comme si on disait Grant Morrison va écrire un comics Garfield. T'as envie de te dire, ah ouais, mais du coup, est-ce qu'il va croiser des Garfield du multivers et tout, tu vois. Là, c'est un peu la même dynamique, et c'est vrai que entre ça et Brian Kevogan qui va faire après Battle Action, il y a un peu une sorte de côté, les scénaristes vedettes qui, étant arrivés au sommet de la pyramide, se disent, bah maintenant, je peux faire ce que je veux. Je vais me faire un petit fantasme, comme Jason Aaron qui fait l'oncle Picsou, tu vois. C'est des petits trucs qui arrivent et tu te dis, bah bon, pourquoi faire et tout, c'est bizarre, je m'attendais pas de voir là, frérot, mais bah vas-y, fais voir, on va peut-être rigoler. Donc voilà, ça sort bientôt. Et moi, j'aurais préféré une plus longue série, du coup, un truc vraiment dans le style de Tom King. Mais au moins, c'est bien, Archie Comics arrive encore à produire, malgré tout. Et ce retour justement de Battle Action avec Garcenis, est-ce que tu peux nous en dire aussi quelques mots? Ouais, bah alors ça, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, donc je vais faire court. Il y a beaucoup de points Cocopédia aujourd'hui, je suis désolé. Dans les années 70... C'est que les gens écoutent ces podcasts juste pour ça. Hein. Oui, enfin non, il y a aussi tes expressions idiomatiques que tu n'arrives pas à faire. Voilà. T'en fais plus d'ailleurs, là, il y a plus bah de... non, il y a plus... Pierre qui roule, ne mange pas le poisson. Il y a plus d'énergie, voilà, c'est trop dur. Tout à l'heure, t'as dit un auteur infusé de pop culture, je me suis dit, attends, est-ce que ça c'est une connerie? J'ai réfléchi, en fait ça marche. Du coup, je suis un peu dégoûté. Bah oui. Merde. Voilà. C'est ça de s'améliorer. C'est terrible. Je lis des bouquins sans images et tout. Donc dans les années 70, au Royaume-Uni, il y avait un groupe de presse qui s'appelait IPC Magazines, et c'est là que travaillait Pat Mills, notamment le créateur de Judge Dredd, et John Wagner, et Carlos Esquerra. Oui. Non, je dirais Pat Mills, qui est le scénariste de Requiem, Chevalier Vampire. Ouais, voilà, tout à fait, extraordinaire. Et qui est aussi, voilà, le mec. Que je trouve toujours ouf, en fait. Le mec a fondé 2000 AD, et donc qui est quasiment le créateur indirect ou direct de quasiment tous les personnages de cette revue. Il y avait Jerry Finlay, il y avait Dave Gibbons, il y avait, voilà, toute cette grande génération d'artistes britanniques. Dave Gibbons, j'ai un doute là. Plutôt Kevin O'Neill même, en fait. Bref. Donc, à l'époque, donc, tout le monde se souvient de IPC parce que 2000 AD et que le gros de leur revue a été, en fait, à un moment donné, annulé. Mais ils avaient une offre qui était beaucoup plus généraliste. Faut savoir qu'à l'époque, il y avait quasiment que le kiosque. L'édition en album, elle était beaucoup plus rare, voire réservée, entre guillemets, à une élite de consommateurs, parce que la BD, ça se consommait rapidement, c'était des trucs qu'on collectionnait en numéros, bah, comme en France, hein, tu me diras. Et donc voilà. Le groupe avait aussi Battle Picture Weekly, qui était une revue qui était consacrée aux séries militaires. Et donc forcément, Garcenis a grandi avec. Et Action, qui était plutôt un fourre-tout un peu plus généraliste, avec des séries d'action, d'espionnage, de baston et tout. Des trucs de sport, c'était assez cool. Finalement, au bout d'un moment, les ventes d'Action ont commencé à baisser, donc ils ont fusionné avec Battle Picture Weekly. C'est devenu Battle Action. Et c'est là qu'il y avait en fait des séries, les séries les plus outrageantes, on va dire, de Pat Mills, qui était un provocateur, hein, à l'époque. C'était un pacifiste très énervé, lui. C'était les dents de la mer, c'est bien, mais venez, on prend les dents de la mer, on multiplie la taille du requin par 10, et on dit qu'en fait, c'est une allégorie de la nature qui vient bouffer les humains pollueurs. Tu vois, ça, c'est Ukjo, du coup, par exemple. Ou alors, il dit, regardez, il y a un vrai choc générationnel aux États-Unis entre les vieux et les jeunes. Venez, on fait Kids Rule OK. Donc ça, c'est une série où, en fait, il y a eu un holocauste nucléaire,
90% de la Terre a été rasée, et au Royaume-Uni, ça veut dire qu'en fait, les jeunes sont maintenant plus nombreux que les vieux, et ils commencent à s'assassiner entre eux. Il y a une guerre générationnelle. Et du coup, tu vois des adultes avec des casques nazis qui tuent des adolescents, et les adolescents qui leur jettent des briques dans la bouche et tout. Enfin, c'est assez violent pour le coup. C'est vrai qu'il a fait une grosse polémique à l'époque. Ça s'appelle comment, tu dis? Kids Rule OK. Kids Rule OK. C'est la série que Ryan Kevogan va reprendre pour Battle Action. Et donc bref, Garcenis on connaît, donc il grandit lui avec ces revues-là. Il va aux États-Unis, il fait des séries de super-héros, ça l'emmerde. Il passe en indépendant, il fait le Punisher. Et ça devient en fait l'un des plus grands auteurs de l'industrie des comics, l'histoire des comics même. Mais lui en fait, il a toujours été fan de 2000 AD. Il a jamais arrêté en fait de lire ce truc-là. Donc quand il a mis le grappin sur le Rebellion, qui a fini par racheter en fait le catalogue de IPC a posteriori, d'abord avec 2000 AD en 2000 et dans les 2 années 2010 les séries Battle Action, il leur a dit mais si vous voulez, moi je suis fan, je peux vous faire un roman graphique. Et donc il fait un premier roman graphique, Battle Action. Et après en fait ça marche bien. Les gens sont au rendez-vous parce que Garcenis, parce qu'il y a de nostalgique aussi de ces séries-là, tu vois. L'année suivante, il revient, il fait ce coup-ci je veux faire une mini-série. Et donc là il invite John Wagner, il invite son pote de Johnny Red, Keith Burns, avec qui il a fait Johnny Red, qui est aussi un autre personnage des grandes séries militaires britanniques. Il invite Torunn Grønbekk. D'ailleurs, on l'avait interviewé à ce sujet, il nous avait expliqué pourquoi et tout. Et en fait, c'est pareil, ça marche bien. Et donc là, il revient pour la 3e année consécutive avec une maxi en 10 numéros. Avec du coup, Brian Kevough. Voilà, Brian Kevough, Chris Burnham, John Wagner qui est encore de retour, Torunn Grønbekk qui est encore de retour. Un vrai gros roster créatif. Et c'est lui qui supervise, en fait. C'est lui qui est l'éditeur de cette série-là. Et il prend tous les comics qu'il aime bien, les Dredger et tout, pour en faire. Alors, je peux pas tout vous décrire parce que c'est très long et très honnêtement, ça va pas vous parler, quoi. Il faut aller retrouver les vieux numéros de ces trucs-là pour essayer de comprendre parce que il y a un esprit d'époque, mais la plupart de ces comics-là, ils ont disparu. Enfin, si vous êtes pas anglais, vous avez zéro chance de les trouver dans une boutique française. Donc, voilà. Ça revient, c'est une super nouvelle. Garcenis qui explique qu'en fait, voilà, il va refaire une dernière histoire de Johnny Red. Donc, ce sera la 3e, canoniquement, après la série qu'il avait fait chez Boom, j'ai envie de dire. Ou Archaia, peut-être Archaia. Et donc là, voilà, il va terminer son run de Johnny Red avec Keith Burns. Ce sera la dernière aventure de Johnny Red, donc c'est plutôt une chouette nouvelle. Et à côté, voilà, Vaughn qui se fait ce petit caprice aussi d'écrire un comics britannique sur des adolescents qui se tabassent avec des adultes nazis. Donc, chouette. Moi, je suis content. Franchement, ça me régale. Garcenis, c'est le meilleur. Et j'ai un poster de lui dans ma chambre. C'est pas vrai, ça. Si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Si. Non, viens dans ma chambre, tu vois. Moi, je veux bien, c'est toi qui veux pas que j'aille à chaque fois. Corentin, nous allons faire notre pause dans l'actualité Comics VO. On va y revenir juste après. Et donc, c'est maintenant le moment de passer au Focus Pulps. On vous l'avait déjà dit dans l'intro et vous connaissez, je crois, maintenant le principe, puisqu'on l'a inauguré en début d'année 2024 avec notre partenaire Pulps. C'est pour ça que ça s'appelle le Focus Pulps. Si c'était un autre partenaire, ça s'appellerait différent. Bah oui. C'est pour ça. Mais oui. Putain, mais moi je croyais que non. Non. Ok. Non. Ouais, moi il me semblait que, mais pas du tout en fait. En plus, je déteste la pub de. Bah oui, pareil. En général, tu vois. Jus d'orange sans pub, comme tout le monde, non? Ouais, c'est ça. Non, il y a des gens qui apprécient ça, alors que tu sais, tu bois le truc. Et il y a plein de petits je trouve ça absolument abominable. Mais donc tous les mois, on vous propose des comics VO à prix de lancement. On sait que quand on prend des single issues, c'est un investissement aussi, forcément. Puisque on le paye au prix fort, on va dire, parce que c'est maintenant, en tout cas notamment dans le mainstream, c'est 4-5 balles pour un fascicule de 20-30 pages maximum. Donc forcément, c'est un investissement. Et nous, on vous propose surtout des titres. Alors, il y a un peu de mainstream de temps en temps, mais surtout des indés aussi, parce qu'on a envie de vous inviter à la découverte. Et les prix de lancement, c'est pour lever un petit peu la crainte de pas être satisfait. On s'accorde avec Arnaud de Pulps justement sur les titres qu'on veut mettre en avant chaque mois. Comme ça, voilà, c'est en accord avec nous ce qu'on aime. De toute façon, on justifie, on vous présente ces titres, et donc c'est aussi en accord avec la boutique. Il y a les liens de précommande, puisque bien entendu, vous pouvez les précommander en ligne et ils vous seront ensuite envoyés. Et donc, on va commencer. Et pour le premier titre, Corentin, on s'est dirigé vers un des titres de lancement des X-Men. Vous savez, il y a un grand relaunch des X-Men qui arrive à partir de l'été prochain. C'est la période From the Ashes, de par les cendres, puisque c'est la fin de. C'est le nom français, de par les cendres? Non. Ah bon. C'est moi qui j'aime bien, non? Ouais. C'est plutôt joli. Oui. J'aime bien. Mais donc il y a la série X-Men, Uncanny X-Men, il y a aussi Extraordinary X-Men, je crois. Mais Extraordinary X-Men, Uncanny X-Men, Phoenix, Phoenix Storm, X-Men, Storm, Wolverine, X-Force, X-Factor
et Et X. ben justement, tu l'as dit, Hey. il y a X Factor. Et alors pourquoi on s'est intéressé à X Factor? Ah Et oui, bien, pourquoi quand on va vous dire l'équipe créative, vous allez vous dire, mais oui, c'est une évidence, bien sûr, puisque l'auteur c'est Mark Russell. Voilà. Et là, j'entends tout le monde qui dit, mais oui, bien c'est sûr, Mark Russell. c'est une évidence. Mark Russell, donc un auteur américain dont vous connaissez si vous nous écoutez depuis longtemps, notre amour, hein, c'est Prez notamment, qui reste toujours dans les mémoires. C'est pas mal d'autres titres hein, en AD, toujours dans le registre de la satire, parfois dans le registre de la science-fiction comme avec Not All Robots, parfois sur des thématiques plus religieuses avec Second Coming. Et parfois, en fait, il fait aussi du super-héros. Il a fait notamment deux mini-séries récemment chez DC, donc Superman Space Age et Batman Dark Age, qui sont très 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 bien. En tout cas, de ce qu'on en a lu, parce que Dark Age c'est pas encore tout à fait fini. D'ailleurs, Dark Age qu'on vous avait proposé dans un précédent Focus Pulse. Et donc là, bon, on continue. On a vraiment envie que vous lisiez du Mark Russell. Désolé, voilà, c'est important. Et donc, on va vous proposer de découvrir donc la série X Factor, qui est dessinée par Bob Quinn, si je me rappelle bien, oui. De l'équipe créative, et justement qui sera forcément aussi là empreinte de satire sociale et de messages politiques, puisque l'équipe X Factor, dans le contexte post-Krakoa, en fait c'est un ensemble de mutants qui a décidé de se mettre au service de gouvernements étrangers en échange d'une paye et d'une protection officielle. Donc forcément ça va être très certainement intéressant pour le message que distillera Mark Russell là-dedans, sachant que voilà, les X-Men ont toujours eu un côté politique de par leurs conditions. Il y a toujours eu aussi ces rapprochements ou ces éloignements par rapport aux autorités, aux officiels et au gouvernement. Donc j'ose croire que ce sera une série de qualité. Déjà de base pour le concept de la deuxième version de X Factor, donc Factor X pour les vieux briscards de Strange, qui était justement l'équipe de Valerie Cooper et Forge pour faire des X-Men en fait une équipe fédérale américaine qui justement sert de enfin un groupe de X-Men qui est reconnu par le gouvernement américain et qui sert en fait de bras armés supplémentaires. Ce qui est intéressant, c'est que lui justement reprend ce principe-là qui permet cette analyse politique. Et de base, le volume de Peter David était déjà très connu pour être assez politique, assez frontal, assez washingtonien. Avec effectivement Russell, c'est une évidence. Mais il veut rajouter aussi une donnée qui fait plutôt penser à la Authority de Mark Millar, qui est en fait que ces personnages-là, un peu comme les soldats vedettes qui font les tournées d'interviews aux États-Unis, ça va être en fait des célébrités aussi. Et il y a une donnée justement plus télé-réalité, plus ces gens-là sont des héros, il faut les mettre partout, il faut en faire des stars, il faut parler un peu de leur vie sexuelle, de leur vie personnelle et compagnie. Ce qui fait forcément aussi penser à un autre très grand titre de chez Marvel qui est Ecstatics. Absolument. Et donc ça, a priori en moins absurde, mais dans un genre différent d'absurde, j'imagine, connaissant Russell. Mais après, ça risque d'être un peu, alors pas similaire forcément, mais je pense que ça aura quand même peut-être des similitudes parce qu'il y avait quand même ce côté célébrité. Ouais. C'est même de faire des missions dangereuses pour les caméras. Je sais pas si ça ira. Tout à fait. Mais en plus, on sait que, Mark Russell, quand même, pour ceux qui n'auraient toujours pas lu Prez, on a beaucoup dit en fait que c'est le comics qui a un peu anticipé l'élection de Donald Trump dans la façon dont justement le gouvernement, l'électorat américain était prêt à voter pour entre guillemets n'importe qui, du moment que ça passait pour une solution éventuelle au problème des États-Unis. Et d'une certaine façon, en fait, maintenant, Mark Russell, il a l'héritage, en fait, de Trump, qui peut d'ailleurs être réélu, à considérer. C'est-à-dire que la politique spectacle, Donald Trump, c'est pareil, c'est une célébrité. Ça a été un acteur, il a fait de la télé-réalité, il a fait du catch, il a fait des caméos dans les équipes, dans les trucs de catch. Là, vous pouvez le voir tous les jours, à chaque fois, dès qu'il y a un match de l'UFC, il est en bas de la cage. Et ça, justement, ce côté mélangé politique et spectacle, ça peut être un nouveau thème où il digère un peu tout ce qui s'est passé pendant ces 4-5 dernières années, pendant les 4 années de mandat de Trump, qui ont déjà été couvertes dans beaucoup de ces histoires, sauf que là, ce sera avec des héros mainstream. Comme il a Bob Quinn avec lui, on peut se dire que Marvel va le laisser travailler tranquille, parce que Bob Quinn, il a déjà travaillé avec lui sur Lone Ranger et sur Red Sonja. Donc c'est vraiment un artiste à lui. On peut imaginer que c'est même lui qui l'a fait rentrer. Quinn était déjà chez Marvel, d'une certaine façon, mais voilà, c'est vraiment une équipe créative qui fait plus série d'auteurs que, à mon sens, le reste du roster From the Ashes, qui a de bons talents et compagnie, mais on n'a pas l'air de voir une proposition originale qui se distingue vraiment de la masse. À part éventuellement les Extraordinary X-Men, qui sont en fait une nouvelle série, donc c'est compliqué de savoir de quoi elle va parler. Si on sait quoi. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est cool. Moi, justement, ce que j'avais aimé à l'époque de Jonathan Hickman, c'est que il n'y avait pas une unité thématique il y a une unité de temps et une unité de lieu, mais Excalibur ne ressemblait pas à Marauders. Marauders ne ressemblait pas à Uncanny X-Men. Et là, actuellement, From the Ashes, il faudra voir, ça a l'air quand même assez commun,
Mais cette série-là, je trouve, se distingue vraiment de la masse. C'est plus une lecture d'auteur, plus une lecture autonome, créative. Et il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le présent politique américain. Par un satiriste pareil, c'est forcément une bonne nouvelle. Ouais. Le second titre qu'on abordera, c'est Jenny Sparks. Donc là aussi avec un auteur qu'on apprécie. Tout à fait. Donc c'est Tom King. C'est Tom Leroy. Et Jeff Spokes donc au dessin pour une maxi-série Black Label sur cette héroïne de Wildstorm. Une mini plutôt, non? Une mini. C'est 6 numéros, je crois. Alors c'est mini. Ouais. Pardon. C'est mini. Oui. C'est mini. Mais quelque part, pour le Black Label, c'est maxi, parce qu'en général, le Black Label, c'est souvent 3 numéros. Hein. Mais je crois que je sais pas si c'est des numéros étendus, pour le coup, si c'est des numéros étendus ou pas. Ou quel cas, ce serait l'équivalent, effectivement, d'une maxi en 12. Ces considérations n'intéressent personne, Arnaud Kikou. Donc, on parlait tout à l'heure de The Authority. Jenny Sparks, c'était donc le membre fondateur et, entre guillemets, la leader par défaut de The Authority. C'est elle qui rassemble Apollo, Midnighter, Engineer, et Jack Oxmore, et j'en oublie une, celle qui a les ailes dans le dos, c'est pas grave. À l'époque, justement, où Stormwatch et Stormwatch Black se sont effondrés. Donc là, on parle des comics Wildstorm, hein. C'est l'univers créé par Jim Lee à partir des Wildcats, et qui, en fait, s'est répandu comme un univers partagé dans lequel évoluent les Wildstorm, enfin, les Wildcats, pardon, Planetary, The Authority, Kev, etc., toutes les grandes séries de l'univers Wildstorm, qui était donc un univers de super-héros, plus politique, plus frontal, plus violent aussi, dans lequel il y a parfois des parodies de super-héros classiques qui s'interjectent. C'est le cas de Apollo et Midnighter, qui sont donc une parodie de Batman et Superman, mais s'ils étaient en couple. Et en l'occurrence de Jenny Sparks, une création de Warren Ellis, qui est l'esprit du XXe siècle. C'est-à-dire qu'elle est née le 1er janvier 1900 à 0h00. Elle est immortelle, elle ne vieillit pas, entre guillemets, et elle a vécu tous les grands moments de ce siècle. Et comme justement le XXe siècle correspond aussi à l'apparition de l'électricité, de ce que ça a changé dans le fonctionnement humain, Sparks contrôle l'électricité. Donc elle fonde The Authority à une époque où en fait il y a plus d'équipe de super-héros pour protéger la Terre, et elle va les mener jusqu'à sa mort, on va dire. Et ce personnage-là avait un peu disparu de fait, puisque comme c'est l'esprit du XXe siècle, il est plus actif dans le présent. Tom King, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ramener la vraie Jenny Sparks, la Jenny Sparks originelle, celle du XXe siècle, et dire voilà, il y avait une façon de comprendre les super-héros, de comprendre le fonctionnement de la force, ou même des comics, au XXe siècle, qui n'est plus le même qu'aujourd'hui. Il s'est passé 25 ans depuis la disparition de Sparks. Il y a eu des changements, le nouvel ordre mondial, tout ça. Les comics ont beaucoup évolué, beaucoup plus que... Enfin, en 25 ans, les comics ont plus évolué que ce qu'ils avaient évolué pendant 50 ans auparavant. Alors, peut-être pas, mais... admettons. Ouais, j'exagère non, un peu. Non, mais je veux dire, si on prend, on va dire, au niveau de la mécanique super-héros classique. Tu vois, justement, aujourd'hui, on a un Black Label. On a des maxis comme Mr. Miracle qui parle du suicide. On a quand même des sujets, des Mark Russell qui arrivent et qui font des trucs plus absurdes. Alors, ça existait avant, effectivement, mais aujourd'hui, ce qui vend, ce qui est le facteur dominant, en fait, c'est plus ces trucs-là. Donc, l'idée de King, en tout cas, c'est ce que King dit. Après, moi, je sais pas, hein, mais l'idée de King, c'est de dire, il y a un 21e siècle qui est très différent. Confrontons le 20e siècle et le 21e siècle. Et donc, Sparks qui joue un peu le rôle de police des polices. Ce sera Jenny Boomer, alors. Oui, pourquoi pas, ouais, ça pourrait être intéressant. Mais là, du coup, Jenny qui joue un peu le rôle de police, des super-héros et des super-vilains, va en fait essayer de recadrer un héros qui est parti en vrille avec, l'assistance des rôles de la Justice League et probablement Superman. Donc voilà, c'est un dialogue temporel, historique, pour le coup assez intéressant, je pense. Et King, effectivement, qui fait un projet un peu plus long que les mini classiques du Black Label, même si pour lui c'est relativement court, parce qu'en général il fait 12 numéros, et c'est toujours trop long, Tom King. Merci de réduire un peu la voilure. Très bien, merci Corentin. Et le troisième titre de ce Focus Pulps, on en avait parlé dans un front page parce qu'il avait été annoncé il y a quelques temps maintenant, donc on en avait parlé vraiment un petit peu plus en début d'année, c'était au mois de mars déjà, vous l'aviez peut-être oublié, mais j'avais dit à l'époque de ce front page que celui-là, il irait direct dans le Focus Pulps. C'est The Power Fantasy, une nouvelle création en indépendant de Kieron Gillen et de Caspar Winchgard, qui a l'air d'être un peu une sorte de successeur spirituel à The Wicked and the Divine. Là, on s'intéresse, alors The Wicked and Divine, ça reprenait plutôt des figures de dieux en fait, et les replacer dans un contexte moderne pour parler de célébrités, de la condition. Rapport à l'adoration, aux influenceurs. Tout ça, voilà, donc les rapports d'influence. Là, on est plutôt dans un côté de 6 personnes. Enfin, c'est une relecture vraiment du mythe du super-héros tel que créé dans le Golden Age. Sauf que là, on se dit simplement que les personnes qui ont des super-pouvoirs sur Terre, en fait, ce que ça traduit, c'est-à-dire qu'ils ont en gros la puissance d'une bombe atomique, donc parabole juste de la détention de l'arme nucléaire par les pays dans le monde, ce qui permet d'instaurer une forme de paix relative, puisque maintenant il y a ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire.
Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on fait si en fait cette dissuasion nucléaire, elle était incarnée par des personnes, littéralement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 6 personnes. Faut pas les faire chier si tu veux garder la paix sur Terre. C'est un peu le pitch de départ. Donc 6 personnes qui ont des pouvoirs de destruction massive, qui sont apparus justement dans la période dans les années 40, et donc ces personnes sont toujours en vie. Et comment est-ce que tu gères cette situation, tout simplement, voilà, pour ne pas la gérer. Je sais pas. Moi non plus. Je ne sais pas. Pour savoir, il faut acheter le comics. Et voilà, tout simplement, puisque voilà, ce que dit, c'est que le monde en fait a fait le pari que voilà, il pouvait rester dans l'état tel qu'il est si ces 6 personnes ne rentrent jamais en conflit. Bien entendu, ce sont des individualités, donc c'est encore plus compliqué peut-être à gérer que des pays avec des façons de gouverner et tout ça. Donc il y aura 6 personnages que l'on suivra. Ça a l'air très beau, parce que Caspar Wingard, qu'on a peut-être pas trop vu beaucoup en VF, mais qui avait notamment fait Homesick Pilots, qui était vraiment super joli graphiquement, mais aussi All Against All, des titres qu'on avait déjà pu aborder un petit peu dans ce podcast. Tout à fait. Et juste parce que Kieron Gillen a déjà su montrer à maintes reprises tout ce dont il était capable. C'est l'un des meilleurs scénaristes du moment, hein. Oui. Enfin actuel, je veux dire. En super-héros et en indé, on vous a dit beaucoup de bien de Once and Future, par exemple. C'est vrai que The Weeknd of the Divine, on faisait pas beaucoup de podcasts à l'époque. On était sur DC Planet. Non, mais l'ancienne équipe en a parlé. Et puis Die aussi, on en a pas mal parlé. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs de faire un petit focus auteur sur Kieron Gillen maintenant qu'il y a quand même une bibliographie assez conséquente. Il y a énormément de trucs. Je connais un petit mec à Nantes qui pourrait, avec des lunettes, qui pourrait nous en parler avec émotion. Très bien. Et donc voilà, donc ça s'appelle The Power Fantasy. Et un barbu à Paris aussi. C'est un Power Fantasy. C'est The Power Fantasy. Ça arrive donc en août chez Image Comics. Et donc c'est le 3e numéro qu'on a voulu vous sélectionner. Donc, retenez bien. De toute façon, il y a les liens dans la description. C'est X Factor, Jenny Sparks, The Power Fantasy et en bonus, donc Lilith, dont on vous a parlé un peu plus tôt dans ce front page qui sera chez Vought, donc par Corinne Howell, cette ce Vampirella-like dans un nouveau label épicé. Donc, vous aurez aussi l'occasion de le découvrir. Et maintenant, on en revient à l'actualité, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire sur les comics. Et notamment, je pense que c'est peut-être la nouvelle la plus importante de l'année. Je pense que c'est la meilleure nouvelle de l'année en ce qui concerne les comics indépendants du côté de la VO, puisque Ultra Méga... Ultra Méga. Je sais pas de quoi t'allais parler. Je crois qu'on était déjà à Moon Knight. J'étais en mode, qu'est-ce qu'il raconte? Non, j'ai même pas mis Moon Knight. Ultra Méga revient. Ultra Méga de James Aaron revient. C'est fou, mon gars. C'est trop bien. Voilà. C'est quoi Ultra Méga? Je suis extatique. C'est une série qui a démarré. C'est un comics de McCall ça a démarré, c'était en 2020. Maintenant, je me rappelle. Donc, 5 numéros en 4 ans. 4. Bah, mais ça revient cette année, là. Oui, ça revient cette année, ouais. Et donc 5 numéros en 4 ans. Comment dire? Après, c'est des gros numéros. C'est des gros numéros. Et puis, a priori, je me dis que c'est un nouvel arc. Donc, il y aura 4 numéros de nouveau. Donc, ce sera plutôt 8 numéros en 4 ans, quoi. Si tu veux, dans le total. Tu penses qu'après le 5, le 6e va sortir directement ensuite? Oui, c'est le départ d'un nouvel arc. C'est le nouvel arc. Là, c'est bon, c'est-à-dire qu'il a pu dessiner justement assez de planches pour pouvoir revenir. Mais donc, Ultra Méga, le principe, c'est un astéroïde qui transporte un virus qui, tombé sur Terre, en fait, va toucher les gens et les transformer en kaiju. En compensation, en fait, il y a 3 personnes qui ont été dotées d'un pouvoir qui est le pouvoir de l'Ultra Méga, ce qui leur permet de devenir des Super Sentai géants. Et donc, le premier numéro, avait déjà marqué l'époque parce que c'était un numéro justement de 72 pages. C'était un énorme single issue qui était à $8, mais voilà, qui avait une énorme quantité de pages, et où en fait très rapidement en fait le héros du départ, celui qu'on pense qui va être le héros, se fait sauvagement buter tout simplement dans une scène absolument dantesque. Après en fait il y a un bond dans le futur, on est avec le descendant, le fils de ce super héros dans une société qui est complètement transformée. Et en fait voilà, par rapport à la promesse de départ qu'on pouvait avoir en se disant juste ça va être du Pacific Rim mais plus viscéral en fait, où ça va être juste des Super Sentai géants qui se battent avec des kaiju. Ça va beaucoup plus loin, puisqu'on va dans une société où en fait il y a même une forme de secte de société qui s'est construite autour de l'adoration d'une reine kaiju. Il y a d'autres trucs, il y a des menaces cosmiques qui planent, il y a un peu même des combats d'arène dans un univers post-apo qui pourrait même être James Aaron. qui pourrait faire penser à Mad Max et tout ça. Bref, c'est hyper riche.
c'est absolument démentiel sur le plan de vue graphique. Si vous aimez les gros monstres, mais aussi tout ce qui est horreur très body horror et tout ça, ça charge, c'est très violent, c'est généreux. Si vous aimez le manga Devilman, par exemple, c'est un peu du même tonneau. Voilà, c'est généreux, c'est peut-être pas parfait, mais pour moi c'est quand même vraiment un des titres que je surkiffe depuis des années et sur lequel je force. Ça fait partie de ce que j'appelle mes. Non, tu crois franchement? Ouais. Non, pas tant mais il y a ça. plein, mais il y a pas mal. Il y a beaucoup de violet dans cette BD. Mais il y a pas mal, c'est peut-être pour ça. Mais il y a pas mal de gens qui ont découvert Ultra Mega, je crois, grâce à ce forcing. Et pour l'instant, je crois qu'il y a 0% de gens qui m'ont dit, franchement, t'abuses, t'es nul. Donc, je crois quand même que. T'en as parlé avec Nicolas Beaujoin ou... Non, bah, Joker. Mais voilà, enfin, pour moi, c'était une claque, et vraiment, parce que même les autres numéros étaient aussi à $8, mais c'était toujours au moins une quarantaine de pages, c'était toujours des gros numéros, donc vraiment, Oui, parce que quand on dit 4 numéros, en fait, c'est 4 tomes, quoi. Ouais, c'est très épais, quoi. Si on se met à échelle franco-belge, c'est 4 tomes. C'est 4 albums, ouais. C'est sorti chez Delcourt. D'ailleurs, il y a une édition limitée avec un cahier graphique en plus et une couverture variante de Ryan Otley qui est sortie. Je crois qu'elle est toujours, je la vois toujours en vitrine chez Pulps, justement, nos amis. Donc, n'hésitez pas à la prendre si vous n'avez jamais découvert ce titre, qui est vraiment, pour moi, juste un pur bonheur. Moi, je suis juste tellement heureux que ce soit de retour. Ouais. Donc voilà, je sais pas s'il faudra le mettre dans le Focus Pulps le mois prochain vu que c'est une suite, tu vois, mais que c'est pas un lancement, mais je verrai s'il y a moyen parce Quel suspense. Parce qu'il y avait aussi un gros cliffhanger et dans le pitch James Harren nous explique en gros que voilà les héros du premier volume ont échoué, on est dans cette société où il y a plus vraiment d'espoir et ce qui nous tease en plus c'est de dire mais en fait dans l'espace très longtemps il y a une planète qui est peuplé de ultra méga et juste la perspective en fait et parce qu'il y a aussi une sorte de renversement de perspective où en fait tu penses que le super méga c'est la figure héroïque alors que peut-être que non ou peut-être que c'est un peu plus complexe et ouais c'est comme les Saiyans. Toi tu disais voilà comme les Saiyans ou les Viltrumites peut-être qu'en fait les ultra méga sont pas forcément pas forcément doués de. Je serais pas étonné. T'as réussi à interviewer James Harren déjà? Non. Moi je parlais de Devilman mais tu vois c'est pareil ça dans fait partie de mes objectifs à long terme. Notre titre de Gonagai c'est Goldorak au départ c'est une arme pour détruire la Terre et au final elle sert à protéger la Terre, tu vois, je trouve c'est un peu la même dynamique. Même au niveau du design ça fait justement beaucoup plus influence japonaise enfin c'est du Ryan Otley qui aura lu des mangas quoi en fait. Et au niveau de la violence c'est du Ryan Otley, au niveau des découpages c'est plus du comics, mais au niveau des trames, du mouvement et des combats c'est clairement un mangaka fan de catch quoi on va dire. C'est du Daniel Warren Johnson aussi un petit peu. Enfin, si vous aimez Daniel Warren Johnson, il faut que vous alliez découvrir ça, parce qu'on est vraiment dans ce même gigantisme, cet amour de l'action complètement débridé, beaucoup plus violent. C'est plus violence Viltrumite pour le coup. Et moi je me rappelle vraiment, enfin c'est ouf, mais je sais que Ultra Mega en termes de choc à la découverte, ça me reste ancré quoi. Vraiment, il y a certaines pages du premier numéro où vraiment j'étais what the hell. C'est ouf parce que là j'apprends tout ça. J'ai jamais entendu ça avant. Je l'ai jamais dit. Mais non, jamais. Jamais dit avant. Donc voilà, si vous cherchez Ultra Mega, de toute façon, sur le site, vous voyez les critiques qu'on en avait faites déjà. Donc, il y aura des avis plus exposés, mais voilà, c'est dinguerie incroyable. Corentin, est-ce que je te laisse un petit peu nous présenter juste Distillery qui prépare des nouveautés pour la rentrée. Donc, cette maison d'édition menée par Chip Mosher qui se caractérise notamment par leurs single issues qui sont aussi un peu des albums, quasiment, parce que c'est à chaque fois, c'est 48 pages. Minimum. C'est dans un grand format semi-souple. Vraiment les single issues en VO et puis plus large aussi, plus large, c'est comme le Black Label en fait quasiment donc ils font très plaisir et surtout à chaque fois ils ont des équipes créatives complètement tarées. Corentin, quels sont les 3 prochains projets à venir cet automne? Alors de tête, il y a Life déjà de Brian Azzarello, Stéphanie Phillips et Daniel Gezelge, qui était le mec de Luna Park et Starve avec Brian Wood. C'est l'histoire en fait d'un monde en fait dans lequel on a réussi à trouver une technologie qui permet de vaincre la mort. Et plutôt qu'en fait d'utiliser ça pour sauver les cancéreux, on a décidé plutôt de rendre les prisonniers immortels. Parce que aux États-Unis, en fait, il y a le cumul des peines. C'est-à-dire que si vous êtes inculpé, par exemple, pour 3 chefs d'accusation, on fait pas une sorte de blow en mode, voilà, on va te filer 3 ans de prison, et puis voilà. Si chaque chef d'inculpation, c'est 2 ans et 4 ans, ça vous fait 8 ans de prison, vous faites vos 8 ans de prison. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont condamnés à des peines qui, en fait, durent plusieurs siècles. Il y a des mecs qui sont condamnés à des peines de 200 ans de prison, par exemple. Quand ils ont tué quelqu'un, parce que là, il y a vol avec violence, assassinat, etc. Et aux États-Unis, donc le concept, de Life, c'est que on imagine une technologie qui permettrait aux prisonniers de purger l'entièreté de leur peine. Ce qui est, du coup, assez curieux. Donc, on les fout sur une prison, qui est une planète à ciel ouvert, une mine à ciel ouvert sur une planète, et on les oublie, en fait. On oublie qu'ils sont là. C'est-à-dire que les gens qui ont commandé ce programme-là, eux, de leur côté, meurent de vieillesse,
alors que les prisonniers, eux, restent immortels. Et un jour, il y a un vaisseau qui débarque, qui est un vaisseau fait de cambrioleurs qui ont entendu parler d'un trésor dans la mine. Donc les prisonniers qui sont là, qui sont quand même des ordures pour la plupart, mais on sait même pas s'ils se souviennent de leur vie entière, parce qu'il y a quand même beaucoup, pendant 2000 ans, il s'est rien passé, tu vois. Eux, ils voient le vaisseau, ils disent c'est l'occasion de se barrer. On va pouvoir prendre leur vaisseau et se tirer de là. Et en fait, les cambrioleurs, quand ils arrivent, comme ça fait déjà plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires que le programme a été abandonné, ils sont pas au courant qu'il y a des prisonniers. Ils pensent qu'ils sont morts de vieillesse. Donc voilà le concept de Life. Alors c'est des numéros justement qui profitent de la double pagination 48 pages, puisque c'est un numéro consacré au point de vue des prisonniers, une partie consacrée au point de vue des prisonniers, une partie consacrée au point de vue des cambrioleurs, enfin des braqueurs. Et voilà, c'est 6 numéros. Zed-Edge, c'est un style assez particulier qui est... Ça aussi, c'est cool parce que d'habitude, les distilleries aussi, c'est plutôt 3 numéros, tu vois. Genre, Somna, c'est 3 numéros, Gone, c'est 3 numéros. Ouais. Donc là, ils voient, c'est un peu plus de long, quoi. Ouais. Donc pour ZZ, genre, je disais, c'est un peu plus du dessin Photoshop, on va dire. Enfin, je sais pas comment ils travaillent, hein, mais plus peinture numérique, un peu à la Jog, très ancré. À voir si ça vous plaît, on en reparlera de toute façon. Ensuite, on a The Missionary de Venom, de Nickey, Ryan Stegman. Voilà, de Ryan Stegman au scénario, attention, et de ton pote Jason Howard au dessin. Alors pareil, Jason Howard et Ryan Stegman, ils sont potes, hein, enfin, on sait depuis un assez long moment. Stegman qui donc s'improvise en fait, encore une fois scénariste après avoir déjà signé The Schlub cette année. C'est en fait un comics qui est plus ou moins Venom version Hellblazer version Spawn. C'est Venom et Spawn à la fois. Parce que voilà, Stegman, c'est pareil, c'est encore un enfant des années 90, on l'a bien vu, il a rendu quantité d'hommages aux premières créations de Image Comics. Là, c'est l'histoire en fait d'un gars qui est très pieux, qui est très croyant, qui croit en Dieu, qui va à l'église tous les dimanches et tout. Et en fait, un jour, il découvre que sa nana le trompe avec un autre mec de l'église. Et là, il se dit, mais Dieu, c'est pas cool, pourquoi tu m'as fait ça? Enfin, moi, je suis un mec sympa, je vais prier pour toi et tout. Et au final, ma nana me trompe, c'est pas cool. Et du coup, un peu dans l'esprit des films de possession, tu sais, quand la foi vacille, c'est la porte qui s'ouvre pour une possession démoniaque. Tu vois, quand un croyant ne se met plus à croire, le Satan, il arrive et il dit, ça, c'est à moi maintenant. Donc là, il y a un démon qui vient, il s'appelle Ubicus, je crois, qui vient pour justement prendre possession du corps de notre héros. Mais Brice, il s'appelle. Mais Brice, ça le dérange pas, en fait. Parce que justement, comme il a passé toute sa vie à Brice Denis, c'est une blague, voilà. Et il hoche la tête, il est très fier de lui. C'est pas très nice, pour le coup. Donc Brice accepte de se faire posséder parce qu'il se dit, en fait, toute ma vie, je l'ai passé comme une victime à prier Dieu, je crois que ça allait résoudre mes problèmes. En fait, ça n'est pas ça m'a pourri la vie. Donc maintenant, je vais devenir le méchant. Et à l'inverse, le démon Ubicus, du coup, lui, il se dit, il est marrant ce gars parce que justement, c'est un bon gars en fait. Et moi, j'aime pas trop être un démon, j'aimerais plutôt être un mec, à la cool quoi. C'est n'importe quoi comment je décris le truc, mais voilà. Grosso modo, un héros qui veut un peu s'encanailler et un démon qui, à l'inverse, aimerait bien devenir plus humain. Donc les deux, ils vont devenir copains en fait à travers leur possession. Évidemment, être possédé donne des pouvoirs, hein, sinon c'est pas drôle. Et d'un côté, on a les exorcistes qui veulent traquer Brice pour lui arracher Ubicus et le renvoyer aux enfers. Et de l'autre côté, on a des démons des enfers qui se sont évadés et qui arrivent sur Terre et qui veulent détruire la planète. Donc en fait, le concept, c'est un héros qui est entre les deux factions, qui est entre les forces chrétiennes et les forces démoniaques, et qui va combattre les deux camps à la fois pour appeler une sorte, je ne sais pas moi, de tempérance dans la foi, tu vois. Vous avez le droit de croire, mais soyez pas des extrémistes. Enfin, je sais pas si c'est le propos, je sais pas s'il y a un propos, hein, très honnêtement. Ça ressemble beaucoup à Venom, évidemment, le costume symbiotique qui se met sur un mec qui a rien demandé, mais qui finalement trouve ça plutôt cool et forme une sorte d'alliance avec lui. Il a même un nom, c'est donc le Missionary, c'est le nom du personnage. Une fois qu'il a ses pouvoirs, une fois qu'il a fusionné avec Ubicus. Je pense que c'est vraiment à réserver aux gamins des années 90 qui aiment bien justement cette fiction un peu biblique qu'on avait beaucoup à l'époque. Voilà. Et enfin, pour terminer, Time Waits de Chip Zdarsky et Mark Kusto et David Brothers. C'est l'histoire un peu à la Vicious Circle d'un en fait super agent qui à la solde d'un gouvernement dans le futur. Voilà, un mec qu'on envoie faire des missions dans un monde où on a maîtrisé la technologie du voyage dans le temps, un peu à la Looper. Et en fait, du coup, le gars, on l'envoie en arrière dans le temps pour éliminer un ennemi. Et quand il arrive, plutôt que d'éliminer l'ennemi, il déserte. Il dit, moi, j'en ai marre. Je suis pas une arme, je suis pas un outil, je suis pas un engin. J'en ai marre d'obéir à mes patrons capitalistes. Je vais me casser et disparaître. Je vais me fondre dans la masse. Et donc, il arrive a priori dans l'Arkansas dans les années 50 et il tombe amoureux d'une nana qui est la marshal de la ville. Et donc ensemble, ils vont commencer à fonder une famille. Ils vont rester 10 ans ensemble
jusqu'au moment où évidemment le futur va le rattraper et qu'ils vont envoyer des CRS du futur pour le ramener à la maison ou buter sa famille, on sait pas encore. Ce sera la première de 4 mini-séries développées par Zdarsky chez Distillery. Ouais, ça c'est qu'il il signe sur il signe sur une longue période, ouais, tout à fait. C'est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où Zdarsky est meilleur en indé à mon sens, enfin depuis quelques années surtout. Il a fait disons que son run de Batman ne parle pas pour lui, quoi. C'est ça. Il a fait All Nighter, il a fait Hyperlift. Enfin, il fait quand même des bons comics en indé par-ci par-là, évidemment Sex Criminals. Voilà, son run de Batman est une déception pour tout le monde, j'ai l'impression. Moi-même des Batman the Night, j'étais pas content, donc je trouve que c'est pas bien. Et je me battrai avec vous si vous avez envie. Voilà. Donc c'est la fin des nouveautés Distillery. Tout ça c'est août, septembre. Voilà, 6 numéros, 3 numéros, 4 numéros dans l'ordre de ce que je viens de dire. Et c'est bien parce que du coup on voit Distillery encore des grosses vedettes. Moi j'avoue c'est pas la cuvée qui m'intéresse le plus. Là honnêtement, les séries de lancement me paraissaient plus ambitieuses. Bah forcément faut marquer le coup. Ouais. Mais même les thématiques qui sont développées, c'est pas forcément un truc qui me parle à moi. On verra bien quand ça sortira. Mais bon après je pense que pour eux voilà, ils ont passé 1 an. On sait qu'il y a des séries qui vont arriver chez Delcourt d'ici l'année prochaine. Ça roule quoi, ça y est, on a une nouvelle maison d'édition indé qui va continuer d'exister, après tout. Sachant qu'il y a encore pas mal de segments qui étaient présents dans l'anthologie The Devil's Cut qui n'ont pas encore eu droit à leur série dédiée, alors qu'on savait que toutes les histoires présentes dedans étaient des fers de lance pour de l'ongoing, en tout cas enfin pas de l'ongoing pour une série à part quoi, et notamment Pierre Collinet et Elsa Chartier, dont on attend beaucoup de nouvelles pour ce titre-là. On va passer donc avec 2 actus juste du côté du mainstream. D'une part juste la foire aux crossovers qui continue, les crossovers de licence qui continuent chez Marvel. On ne les arrête plus puisqu'on vous avait parlé de Avengers versus Aliens avec Jonathan Hickman et Zad Ribic, où on s'est dit mais quand même ok c'est de la licence mais c'est une équipe créative complètement folle. Là on est sur 2 autres crossovers qui sont aussi de la licence et qui sont sur des équipes créatives un petit peu moins folles. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pas dans le Focus Pulps en l'occurrence, puisqu'il y a d'abord Ultraman X Avengers, donc c'est la suite des 3 précédents volumes d'Ultraman qui ont été montés en fait suite au partenariat entre Marvel et Tsuburaya Productions pour faire donc des comics Ultraman. Donc c'était Kyle Higgins, Matt Groom et Francesco Manna qui avaient fait la première mini-série en 2020. Après il y a eu 2 suites, c'est The Trials of Ultraman et Ultraman The Mystery of the Ultra Seven. Les 2 premiers tomes ont été édités en VF chez Panini. Ils n'ont pas fait le 3e. Je sais pas s'ils ont l'intention de le faire, parce que je ne sais pas si ça a beaucoup marché en France. Peut-être trop niche pour le coup. Honnêtement, j'en doute un petit peu, ouais. Surtout qu'ils avaient fait un format souple pour le coup, vu que c'est Ultraman qu'ils avaient voulu faire un truc souple, et je sais pas si c'est une approche qui a payé chez eux. Mais en tout cas, pour ceux qui suivaient en VO, donc il y a forcément, en fait, c'est un peu tout ce qu'ils ont fait avec tous les héros dont ils ont eu les droits d'exploitation. Ils l'ont fait avec Conan, ils ont fait les Savage Avengers, ils ont fait là le crossover stupide Crown of the Serpent, je crois, et tout ça. Ils le font avec les Aliens, ils vont le faire avec Predator aussi. Donc on mélange le personnage à l'univers Marvel tôt ou tard, puisque c'est juste écrit qu'il faut le faire. Donc là ce sera Ultraman X Avengers. À la différence près que là ils ont pas la licence. C'est-à-dire c'est Lou, c'est une location. Ah oui, c'est une Predator, ça appartient au mais Conan aussi, je veux dire, tu vois, que Conan. Oui, mais justement, en fait ces comics là ils sont amenés à disparaître. Les crossovers qui sont entre l'univers Marvel et un univers qui ne leur appartient pas, pour qu'ils soient réédités un jour, il faut l'accord des 2 parties. Or si demain par exemple Tsuburaya Prod veut passer chez Tidon, comme par exemple c'est le cas pour Conan, ils pourront pas rééditer ce crossover là. Oui, donc ça veut juste dire que je comprends pas ce genre de c'est des lectures du présent. Faut se faire plaisir, c'est des lectures du présent. Non mais ça fait plaisir à qui, Avengers Ultraman? Peut-être à des gens qui nous écoutent. Ouais, peut-être. Dites-nous, moi je suis curieux. Moi personnellement, j'ai pas du tout aimé ce qu'a fait Higgins sur moi je trouve que les comics de Higgins étaient pas incroyables, et donc c'est pour ça que je suis pas forcément épais, mais s'il y a des gens qui ont apprécié les 2, tu peux toujours te dire après si t'es fan de Ultraman et tu étais fan de... Moi j'aime bien Ultraman, mais regardez Shin Ultraman de... Oui, mais c'est autre chose. Du mec qui a fait Shin Godzilla, enfin le mec de Evangelion. Voilà, ça c'est super bien, mais c'est pas ça les comics Ultraman, tu vois, c'est ultra mainstream les comics Ultraman.
C'est ultra mainstream. C'est ultra mainstream. Et c'est pas ultra Et c'est méga. ultra drôle, par contre. Ouais, mais c'est pas ultra méga, hélas. Et c'est dommage. Mais donc voilà, c'est la même équipe créative. Bah là, en fait, il y a un Avengers qui est causé disparu. C'est enfin Spider-Man qui est porté disparu. Visiblement, il a été atteint par une menace galactique. Et donc les Avengers s'allient à Ultraman Trop bien. pour résoudre ce problème. D'autant plus qu'il y a des attaques de kaiju qui se multiplient. Et donc voilà. C'est ce qu'ils auraient dû faire. Ils auraient dû prendre le Superman Sentai des années 70. Le Spider-Man Sentai. Le Spider-Man Sentai, ouais. Mm. Tu vois, là, ça aurait été marrant pour le coup. Ouais, mais Parce qu'il est canonique dans l'univers comme ouais, mais là, ils veulent vendre. Oui, mais ça aurait été une meilleure idée. Voilà. Eh bien, on attend que tu proposes tes pitchs à Marvel, Corentin. Mais oui. Tout simplement. Voilà. Et l'autre Chocolat, notamment. L'autre crossover qu'on a, c'est une suite spirituelle, on va dire, du Predator versus Wolverine qui vient de sortir d'ailleurs en ce moment chez Panini, donc par Ben Percy. Il y avait un trio d'artistes puisque ça se passe sur différentes époques temporelles. On suivait l'affrontement entre un Yotia et Logan. C'était naze. C'est pas ouf. Hein. C'est éclaté au sol. On peut le dire. Je sais pas si c'est éclaté parce que moi je vois quand même pas mal de retours positifs dessus. Après, pour l'avoir lu, oui, parce que les gens ils vont dire ouais, je pose mon cerveau, etc. Mais attends, mais dans ce cas-là, on lit plus rien, quoi. Bah si on pose son cerveau, on peut lire plein de trucs. Justement, il y a plein de trucs qu'on accepte de lire sur non mais oui, on est dans une lecture qui est très orientée divertissement. Après, je trouve que le seul truc qui est plutôt sympathique dans le Predator Wolverine, c'est ce côté des époques temporelles et de s'intéresser à l'histoire éditoriale de Wolverine sous-jacent avec les différents les différents affrontements. Je dis pas que c'est jamais vu, je dis juste que c'est le côté intéressant de l'avoir fait. Ça aurait pu être beaucoup plus con. Quitte à faire un truc vraiment très con, ça aurait pu être encore plus con. Là, je trouve que c'est quand même plutôt sympa de voir en fait vu que Logan est virtuellement immortel désormais, qu'il a vécu un certain nombre d'années, plus d'un siècle, bah en fait tu t'aperçois que c'est vraiment un match à mort mais entre deux adversaires qui se retrouvent à différentes époques temporelles. On n'a jamais dit que le Predator était immortel temporellement. Hein. Non, mais c'est un truc qui se rajoute. Oui, mais il a une certaine longévité en l'occurrence, tu vois. Bah oui, mais bon, c'est même pas cohérent, quoi. T'aurais voulu un Old Man Yotia Non, moi j'aurais bien aimé voir Capullo et Hickman sur cette série-là plutôt que. Enfin non, mais je suis content pour Wolverine Revenge, mais tu vois, c'est là qu'il faut mettre les grands artistes parce que le concept de base, il est vendeur. Tu vois, Predator Wolverine, t'as envie que les mecs ils se tabassent, quoi. Au final, l'action était même pas folle, quoi. Enfin, bref, je sens que je vais énerver des gens, donc j'arrête de parler. Voilà, donc Corentin toujours bougon, hein, toujours. Mais non, mais c'est de la merde. Toujours très bougon, effectivement. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on vous recommande forcément, ça vous l'aurez compris, mais il continue. Donc Ben Percy toujours fait un Predator versus Black Panther. Ça aussi, c'est peut-être aussi assez évident quand on parle de chasse et de totems animaliers. Donc là, le principe simplement que il y a deux métaux qui sont très très importants sur Terre, vous le savez, c'est d'une part l'adamantium, donc de Wolverine, mais aussi le vibranium, donc chez Black Panther. Là, les prédateurs, ils se disent, il y a moyen de se faire quand même des bêtes d'armes et d'armure avec le vibranium. Donc ils disent, let's go au Wakanda, sauf que forcément Wakanda, ils vont pas être très bien reçus. Ils vont se faire soulever les prédateurs là. Ouais, oui, les Wakandiens, ils ont bousillé les Skrulls déjà. Hein. Oui, c'est sûr, non. Et puis Black Panther va les mettre à l'amende, mais voilà. Donc c'est dessiné par Chris Allen. Voilà, Chris Allen qui fait partie. Ah, pourquoi pas, c'est pas mal. Non, ouais, la planche qui est montrée, elle est plutôt jolie. Hein. T'as quand même un chouette travail, mais pareil, je pense qu'il faut pas s'attendre à que ce soit renversant et que ce soit simplement, juste pour du divertissement popcorn, quoi. Mais tu sais, parfois, Quentin, on peut avoir aussi envie de divertissement. Mais moi, j'en ai envie régulièrement, mais pas comme ça. Non, mais tu vois, voilà, si tu regardes les crossovers Godzilla Power Rangers, tu vois, moi ça me fait kiffer, Tortue Ninja Power Rangers ça me fait kiffer, Batman Tortue Ninja ça me fait kiffer non plus, tu vois. Mais pourtant je suis fan de Predator, hein. Enfin je suis fan, j'ai pas le t-shirt, mais non mais tu vois, genre Power Rangers Godzilla, c'est quand même pas terrible, quoi, tu vois. C'est sympa. Non mais là pour le coup chacun son appréciation, tu vois, enfin ça te vend pas autre chose que ça, tu vois. Alors que pour moi Predator, il y a un vrai potentiel en fait à même, tu vois, genre Savage Land, un truc tout bête, tu fais un Khazar Predator, c'est pas vendeur, mais j'en ai rien à foutre. C'est plus cohérent de faire ça que d'envoyer les prédateurs chasser le vibranium au Wakanda, quoi. Dans quel monde? C'est ridicule. Dans notre réalité. C'est ridicule. Enfin bref. Donc tant mieux pour t'aimes pas le pitch. Donc toi t'aimes pas le pitch non plus alors. Non, je trouve ça pourri. Mais Chris Allen est un bon dessinateur, donc j'ai racheté un œil distrait. Après voilà, tu vois, c'est pareil, si genre tu me dis le Black Panther il est perdu au milieu du Wakanda et d'un coup le prédateur l'attaque. Encore une fois, série concept où ils se tirent sur la gueule. Enfin, c'est ça, Predator. C'est un duel. C'est un duel entre deux personnages qui sont des chasseurs tous les deux, quoi. Et quand je vois ce qu'ils ont fait avec Wolverine, je suis pas confiant du tout. Non, je suis pas envie de voir ça. En fait. Ils font pas. Sortez Batman Predator, c'était super bien, ça. Merde. Ouais.
Non, mais c'est pour ça, c'est que toi, tu connais aussi les vieux crossovers, donc forcément, tu as des attentes aussi au niveau des anciens crossovers qui ont été faits à l'époque où justement c'était des volontés aussi d'éditeurs de faire des vrais crossovers en bande dessinée. Alors que là, on est aussi sur du produit de commande, hein, bien entendu, avec des velléités d'un studio qui veut exploiter une marque et justement peut le faire facilement puisqu'il est détenteur de la marque Predator. Et si je peux dire un truc, les comics de Ed Brisson, ils sont pourris aussi. Voilà. De Predator, tu veux dire? Ouais. C'était j'avais pas le premier tome, je l'avais pas trop mal aimé, je crois. J'ai fait une critique relativement. Ouais, c'est Salaud et le chasse, c'était pas non plus. Puis là, à la fin, elle va carrément sur la planète des Predators et tout. Il y a les méga Predators. Ah non, j'ai mis 2,5, donc c'est pas ouf non plus. Très bien, Corentin, du côté par contre de DC Comics, là, une grosse annonce. Une grosse, alors pas aussi grosse qu'Ultra Mega quand même, mais bon, on peut lui accorder quand même un petit peu d'intérêt. C'est Jeff Lubb. Ce Jeff Lubb qui arrivera bientôt sur le podcast, hein, on l'a interviewé au Paris Fan Festival et faut juste qu'on upload le truc. Mais justement, enfin, dans ce podcast et surtout à la conférence qui avait été animée par le Comic des Comics, Jeff Lubb avait dit non, mais vous savez, je suis très bien en ce moment, les comics, bof, là, je kiffe plutôt juste de faire des conventions, donc ne vous attendez pas à ce que je m'y remette. Et un mois après, même pas, le gars, et ça veut dire que s'il s'est annoncé un mois après, c'est-à-dire qu'en fait, le gars, il a complètement menti. Salaud, Jeff Lubb. C'est les ricains, mec. Ah là là. Ils te vendent que de la vapeur, hein. Non, il avait surtout un NDA, je pense, à respecter. Mais donc, ils annoncent que Jeff Lubb sera à l'écriture de Batman The Last Halloween. Donc, une seconde suite à Batman The Long Halloween. Enfin, ou même techniquement une suite de Dark Victory. Mais ils mettent Long Halloween parce que c'est plus connu. Oui, c'est plus connu. Et sur lequel, bien entendu, on aurait adoré que Tim Sale puisse être présent, mais justement ce sera une série qui rendra hommage pas disponible à Tim Sale pour cause de décès, quoi. Il nous a quitté à 66 ans il y a 2 ans. Déjà, ouais. C'est triste. Ça fait toujours aussi chier. Et mais voilà, ce sera du coup une maxi-série en 10 numéros, Corentin. Tout à fait. Avec Eduardo Risso au début. Avec Eduardo Risso, en fait, c'est un roster créatif qui va être en rotation constante. C'est-à-dire qu'il va y avoir un artiste différent par numéro et on imagine des artistes qui soit sont fans de Tim Sale, soit ont été influencés par lui, soit ont travaillé avec lui. Moi, je verrais bien, par exemple, Matt Wagner venir faire un numéro, parce que ils ont fait du Grendel ensemble, pardon. Donc effectivement, Batman Long Halloween, qui est un chef-d'œuvre de la bibliographie de Jeff Lubb et du catalogue de ses comics, qui est donc cette histoire où Batman traverse le calendrier, on va dire, dans Gotham City à la recherche d'un vilain mystérieux. C'est un très long polar qui fait intervenir beaucoup de figures connues de la mythologie, qui est dessiné d'une main de maître par un Tim Sale qui marchait sur l'eau. Et Dark Victory, à l'inverse, c'est plutôt, c'est le même narratif, mais ça s'intéresse plutôt à Double Face et aux origines de Double Face. Donc c'est 2 grands chefs-d'œuvre. Dark Victory un peu moins en vue, mais ça reste quand même pour moi une excellente histoire. Et il y a quelques années, en 2017, peu de temps après qu'Arnaud d'ailleurs ait eu la chance d'interviewer Monsieur Sale, il y a eu un numéro spécial pour les 25 ans de Long Halloween, qui était Long Halloween Special. Et en fait, si vous lisez ce numéro, il y a déjà des éléments dedans qui vont servir à The Last Halloween. Donc c'était à l'époque le dernière collaboration entre Jeff Lubb et Tim Sale. Et quand ils s'étaient retrouvés, ils s'étaient dit, putain, c'est agréable de bosser ensemble, mon con, tu me manques. Et si justement on avait une idée, en fait. Et on sait que DC Comics est très proactif là-dedans, à régulièrement taper sur l'épaule des anciens et dire, fais-nous une suite à ce chef-là, tu vois. Bolland, il avait dit, on m'a demandé de faire Killing Joke 2, j'ai dit non, c'est pas sans Alan. Frank Miller, voilà, c'est toute une saga maintenant le DKR, hein. Ça fait quand même 35 ans que, même 40 ans bientôt, que DC Comics dit à Miller, fais-nous régulièrement du nouveau DKR et tout. Donc, c'est pas du tout évident, c'est pas du tout, une surprise, je suis fatigué. Pas du tout une surprise qu'ils aient voulu faire une suite à ça, de la même façon qu'il y a probablement eu des discussions pour un Hush 2, puisqu'il y avait aussi eu un numéro spécial sur Hush, pour l'anniversaire. Sauf que ça a été trop longtemps repoussé, au point que du coup, Tim Sale nous a quittés, quoi. Donc, moi, c'est un peu mon regret, c'est le regret de tout le monde, tu me diras, mais j'aurais préféré justement qu'on prenne un artiste commun pour toute la série, mais en même temps, ça rajoute justement à ce projet-là, en fait, une dimension d'album hommage où différents artistes vont pouvoir se relayer et dire, voilà, moi j'adorais Tim Sale parce que ça, essayer de faire du Tim Sale pour lui rendre, voilà, un dernier hommage. Donc, Ed Risso pour commencer, ensuite ce sera Mark Chiarello, légende des comics, Mark Chiarello, immense artiste peintre et éditeur vedette de chez DC. J'aime bien qu'il ait pas trop la rancune d'aller travailler de nouveau pour DC alors qu'il s'est quand même fait bien virer salement, quoi. C'est lui en même temps qui avait édité, si je dis pas de bêtises, Long Halloween, et qui de toute façon c'est un énorme pote de Jeff Lubb et de Tim Sale. On se rappelle à Mark Chiarello. Il a fait ça plus pour Lubb et Sale que pour DC, quoi. Oui, mais j'imagine. Mark Chiarello, si vous voyez toutes les séries Batman,
Carnage, Black White Blood, Harley Quinn, Black White Blood et compagnie, ou Tortue Ninja, Black White Green. Toutes ces anthologies chromatiques, en fait, elles partent d'une série qui s'appelle Batman Black and White, qui est un chef-d'œuvre des comics, qui est une anthologie où différents grands dessinateurs prennent Batman le temps d'une petite histoire. Avec Katsuhiro Otomo. Avec Katsuhiro Otomo, c'est Mark Chiarello qui a lancé ce projet-là. C'est un mec qui était considéré comme l'un des plus grands éditeurs de sa génération. Directeur artistique. Voilà, et qui a été honteusement foutu à la porte en 2020. En 2020, lors de la grande refonte de DC Comics. En fait, pareil, Brian Bendis en parle dans le podcast que tu as fait avec lui. Donc voilà, c'est cool. Moi, encore une fois, j'aurais préféré que Risso fasse du début à la fin parce que Risso est un élève direct de Tim Sale. Mais j'aurais préféré que Tim Sale ne meure pas, tu vois, dans le meilleur des mondes, de toute façon, voilà. Et troisième numéro sera Klaus Johnson. Même Jansson, il faut dire. Qui est donc le fameux encreur et dessinateur de la série Daredevil de Miller et l'encreur de Miller sur quasiment tous ses projets ensuite, notamment le DKR. Voilà. Très bien, Corentin. Donc ça, on attend ça évidemment avec impatience. C'est quand même quelque chose de très surprenant aussi, qu'on n'a pas du tout vu venir. Donc vraiment chouette. J'espère que ce sera un bel hommage. Je pense que ça le sera. Je pense que toutes les personnes impliquées dessus veulent rendre veulent adresser la meilleure BD à la mémoire du regretté Tim Sale que tu dis, ça fait déjà 2 putains d'années et ça a fait mal, hein, purée, ça a fait super mal quand on l'avait appris, je m'en rappelle. On va passer à la partie écran, Corentin. On va essayer d'aller un peu vite, plus vite que pour les comics. Hein, vous savez, ce qui nous passionne quand même, c'est la bande dessinée de façon générale, mais il y a aussi des choses qui se passent sur les écrans. Premièrement, juste le fait que le projet de série Vision, qu'on avait appelé Vision Quest à un moment donné, a redémarré. Techniquement, il est en fait, il a jamais cessé d'exister, mais là, il renaît sous une nouvelle forme parce que jusqu'à présent, on avait l'idée d'une série qui avait été annoncée il y a déjà 2 ans en fait, et dont on ne voyait pas le bout, le même début de vraiment de concrétisation. Et puis là, en fait, c'est Variety qui nous apprend en fait que il y a un projet de série Vision pour Disney+ qui est annoncé et qui permettra donc à Paul Bettany de reprendre le rôle, sauf que c'est plus Jack Schaeffer qui s'en occupe, parce que ça c'était donc elle qui est occupée en fait sur Agatha All Along, mais maintenant c'est un monsieur qui s'appelle Terry Matalas. Ouais, une blague. Ouais, avec les draps, les coussins, les trucs comme ça. J'ai envie de faire un truc sur les Matalas et les draps et les coussins. Non, ça vaut pas le coup. Bon, vas-y, cherche ta blague et pour l'instant là, moi je vais te dire un truc sérieux. Donc il a fait l'adaptation de trucs de. Il a fait Picard. Il a fait. Ah, mais ça c'était une vanne plus facile à faire. Ouais, bah oui, mais du coup, t'as raté ta chance. C'est vrai. Hors micro, en fait, j'ai dit à Arnaud, c'est pas mal Picard, il paraît, et il me répond, ouais, il faut des super surgelés. Voilà. Donc, on fait encore des blagues sur Jean-Luc Picard, et le magasin Picard en 2024. Merci beaucoup, Arnaud Kikou. C'est old school. Donc, il a fait la série L'Armée des 12 singes aussi. Il a fait Terra Nova, qui est une série de merde. Ouais. Mix Avatar, mix Jurassic Park, mix Lost. C'est trop nul. Et pourtant, tu as dit comme ça a l'air bien, hein, mais c'est de la merde. Ça durait qu'une saison, c'était pourri. Et je crois que ça avait vraiment marqué l'époque en mode vraiment, mais qu'est-ce que c'est que cette dope, quoi. Mais c'était pas sci-fi, c'était une série sci-fi. C'était peut-être sci-fi, mais c'était une série à gros budget en plus. Ouais, mais à gros budget de gens qui ont pas de budget, donc. Ouais, c'est ça. C'est dans le futur, en fait, la Terre est devenue trop inhabitable. On envoie les gens dans le passé pour coloniser une nouvelle version de la Terre. Et quand on dit dans le passé, c'est le passé des dinosaures. Parce qu'évidemment, c'est les mecs qui... Pourquoi aller tu vois, encore plus loin, tu vois, tant qu'à faire. Quitte à prendre un pitch con, je préfère celui de Tankers, tu vois. Mais moi, tu vois, genre, colonie humaine au milieu de dinosaures, tu me fais une série animée avec ça, je pense que tu peux te régaler, quoi. Mais bref, c'était pourri. Et il a fait aussi, c'est Night Flyers, je crois. Night Flyers, le truc de George Martin. Donc voilà, des bonnes, a priori, séries, ou des séries plutôt bonnes. Pour effectivement un personnage qui a quand même disparu depuis 4 ans. Il y a toujours là depuis 4 ans, il y a un Vision qui vole dans le ciel et qui est en mode genre putain, je suis qui déjà? Un Vision blanc. Blanc. Mais c'est vrai parce que si la série voit bien le jour et qu'elle arrive donc pas avant 2026, parce qu'il y a déjà plus de place en 2025, ça fera effectivement 5 ans sans avoir vu le personnage sur les écrans. Non, mais il est sur Mars avec Manhattan et non, mais des horloges tous les deux. C'est terrible de voir en fait cet impact que ça a sur le destin scénaristique des personnages quand t'as ces problèmes de pipeline et qu'il y a trop de trucs en fait à faire coexister après, maintenant. Ils auraient pu mieux s'organiser aussi. C'est eux qui ont voulu faire une phase 4 avec des projets qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres et au final on paye le prix maintenant, quoi. Il fallait rebondir tout de suite sur le succès de WandaVision. C'est l'une des séries avec Loki où tout le monde s'est dit putain, il se passe un truc avec chez Marvel Studios, ils font une vraie série télé et tout. Au final, ils ont fait une suite à Loki et la suite de WandaVision, enfin
Bah si, techniquement c'est Doctor Strange, quoi, mais le personnage de Vision aurait pu apparaître dans Doctor Strange, tu vois. Bref. Donc ce Vision-là va revenir. Je sais pas trop pourquoi foutre. Vraiment très très gros, mais c'est un peu comme Agatha, tu vois, j'ai une grosse interrogation sur le pourquoi. C'est ça. Officiellement, Wanda est morte, même si on sait que c'est pas morte, vrai, voilà. Elle est pas morte. Mais où est-ce qu'ils vont la refoutre, on sait pas. Est-ce que Olsen a envie dans de la passer sa série vie Vision. dans le rôle, tu vois. Enfin, on a assisté quand même à une suite de départ justement des grands acteurs de chez Marvel qui commençaient à en avoir ras le cul, comme Tom Hiddleston. Ils en ont pas ras le cul, ils sont juste Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut finir, oui. nécessaire renouvellement de génération. Ça fait quand même là 16 ans, quoi, depuis Iron Man 1. Donc voilà, Paul Bettany était déjà dans Iron Man 1. C'est lui qui faisait la voix de Jarvis. Bon, il a porté le juste au corps bizarre et 6 heures de maquillage tous les jours pour aller bosser sur pas mal de films maintenant. Je pense qu'il peut tourner la page. Ah ouais. Bah c'est peut-être une série pour faire dire au revoir aux personnages. Peut-être. On verra bien ce qu'il en est. Du côté des adaptations aussi, ça avance du côté de Criminal, l'adaptation des comics excellent. Dead Brubaker et Sean Phillips à 2 premières annonces de casting pour la série, donc qui est en voie d'adaptation sur Prime Video et qui est a priori va vraiment se faire. Oui, c'est d'ailleurs pas très étonnant quand on voit le casting, puisqu'on sait que Brubaker c'est un grand fan des séries HBO. C'est même revendiqué. Il l'a dit à plusieurs reprises. Gotham Central c'est un plagiat de The Wire et je le vis très bien et tout. Donc là en fait c'est Richard Jenkins qui a fait Six Feet Under. Et donc une série sur des croque-morts, et Adria Arjona qui elle a fait Andor, Irma Vep, oui, Andor aussi, et une autre série HBO. Et donc voilà, c'est quand même de profils assez solides, assez conséquents. Richard Jenkins, il a fait des tonnes de films, des tonnes de séries. Enfin, googlez sa gueule, vous verrez, c'est Jenkins, sa série comme ça se prononce. C'est vraiment un mec que tout le monde a vu partout. Il a fait de la science-fiction, il a fait des drames, il a fait du Shakespeare, il a fait des comédies. C'est le daron dans le film Step Brothers de Will Ferrell et l'autre mec, le pote de Will Ferrell. Donc super acteur, très respecté par ses pairs. Il va jouer le père adoptif entre guillemets et l'oncle de Patterson, le héros, dont on n'a toujours pas de nouvelles de casting. Et moi je vous dis que ce sera Sebastian Stan, j'en suis sûr, mais je me trompe peut-être, je me trompe sûrement d'ailleurs. Et Adria Arjona. Il faudra savoir, t'es sûr ou tu te trompes? Je me trompe probablement, mais j'ai envie d'avoir raison. Ok. Et Adria Arjona qui elle pour le coup actrice portoricaine, qui est donc là, récemment, s'est fait un peu plus repérer parce qu'elle a joué dans le film Hitman de Richard Linklater avec Glenn Powell, où Glenn Powell joue en fait un mec qui se fait passer pour un tueur à gages et qui séduit une nana comme ça. Enfin, c'est un film qui est super cool, super un peu sexy et tout. Enfin, il est plutôt chouette. Ça s'appelle comment? Hit, plus loin Man, comme le jeu vidéo mais sans le tiret. Ok. C'est pas mal. Ça pourrait te plaire, je pense. Et par contre, c'est super. Les gars, baiser, c'est bien. Le film te dit ça comme message, tu vois. Ce qui est un bon message. Oui, tout à fait. Linklater, c'est le mec qui a fait la trilogie des Before et Skylar Darkly avec Robert Downey Jr. Et je vais citer plein de types car on l'a pas vu là. Avec Downey Jr. School of Rock avec Jack Black. Toujours pas. Et ben voilà. Pourtant j'ai fait un truc très général. Donc voilà. 2 bons acteurs, enfin un bon acteur et une bonne actrice. Un casting qui a l'air plutôt ambitieux et surtout Arjona, comme elle est vachement en vue en ce moment à Hollywood, ça veut dire que Prime a quand même mis les ronds pour aller la chercher et l'immobiliser pour une série de 10 épisodes. Donc ça veut dire quand même que voilà, c'est un vrai bon projet qui est en développement. C'est pas juste une petite série télé qu'on fait à la va-vite. Enfin, tu sais, faut jamais sous-estimer Prime Video dans sa capacité à lâcher des trucs sans en faire la promotion après. Hein. Oui, mais Brubaker maintenant, il a le cachet Marvel Studios, il a le cachet Westworld, il a le cachet Refn aussi. Bon, ça sert plus à grand chose d'avoir le cachet Refn, mais enfin Nicolas Winding Refn, je veux dire, parce qu'il a travaillé avec lui sur la série Too Old to Die Young. Ouais. Mais voilà, enfin c'est un mec qui maintenant n'est plus juste le comic book guy qui débarque à Hollywood avec ses valises et son carnet à dessin, tu vois. Donc moi voilà, je suis confiant. J'ai hâte. Criminal, c'est de la balle. Et vous l'avez toujours pas lu non plus d'ailleurs. Hein, si Criminal, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, je pense, quand même. Même toi. Ouais. Tu te rends compte? Mais pas en entier non plus. Faut pas déconner. Tu as pas eu le tome 1 en fait. Tu viens. Si, le tome 1, j'avais lu. Mais pas le tome 2. Allez, Corentin, on termine la partie série télé avec juste du news aussi du côté de la série Green Lanterns pour le DCU de James Gunn, parce que ce dernier nous a dit quelles sont les personnes qui travailleront dessus. Donc, il y a Chris Mundy qui a fait la série Ozark sur Netflix. Il y a Tom King, dont on a déjà parlé dans ce podcast. Et surtout, et c'est là que le Corentin Zouz s'agite, c'est qu'il y a Damon Lindelof. Eh oui. Qui fait donc son grand retour aux séries de super-héros après son adaptation de Watchmen il y a 5 ans. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on est excité, Corentin? C'est une très grosse prise, mais est-ce que ça va se faire?
Oui. Parce que Lindelof, il a été annoncé sur d'autres trucs qui ne se sont pas faits, notamment un projet Star Wars. Ouais, mais là, il y a, un mec vu qu'il y a Tom King, tu vois, Tom King. Oui, c'est possible, ouais. Qui était annoncé sur le projet New Gods. Oui, puis je pense que James Gunn n'est pas et ne sera jamais John Berg ou Walter Hamada. Non, mais je voulais faire une blague en disant, mais si, regarde, il y a Tom King. Puis après, qui était annoncé sur le projet New Gods, qui a été annulé. Oui, voilà, en plus, voilà, c'est vrai, t'as tout à fait raison. En plus, il a été annulé à cause des remous internes, parce que c'était. Oui, donc c'est pour ça. C'est la faute à Zack Snyder, tout ça. Mais je pense que là, tout ce qui est annoncé par James Gunn, et si James Gunn communique dessus, c'est que je pense qu'il a eu le feu vert. J'imagine que s'il a réussi à choper Lindelof, il a pas envie de le laisser partir. Il l'a attrapé, il l'a attaché dans sa cave. Tu ne bouges plus. Je te surveille. Donc du coup, Lindelof, donc pour ceux qui ne voient pas, c'est le créateur de la série Lost. C'est le créateur de The Leftovers aussi, qui est un chef-d'œuvre de la télévision américaine que Arnaud n'a pas vu. Alors après c'est aussi le scénariste de plein de trucs qui sont un peu moins bien. Hein. Je veux dire, il a aussi il a coécrit le film World War Z. Il a coécrit Prometheus. C'est un grand pote de J.J. Abrams d'ailleurs. Ils ont travaillé ensemble sur. Il a coécrit Prometheus. C'est l'un des 4 scénaristes, je crois. Ah oui, ok. En fait, tu sais, il y a eu 5 versions, je crois, de Prometheus. Oui, l'histoire. Il y a une version où le personnage de Charlize Theron, c'était un robot. Enfin, le script de Prometheus, c'est pas pour rien s'il veut rien dire dans le film. Mais enfin bref, au cinéma, c'est pas un grand. Mais t'avais vu toi La Chasse, non? Celui où des riches enlèvent des pauvres pour les chasser dans une forêt. Il y a un cochon sur le poster du film. Non, je crois que je l'avais pas vu parce qu'il avait l'air rincé. Bah lui, il l'a coécrit. Ok. Alors, je sais pas ce que ça vaut, mais ça avait pas l'air terrible. Okay. Ou alors si je l'ai vu, c'est que je m'en souviens plus. Ok. Mais donc du coup là, en cinéma, c'est pas forcément l'auteur qu'on aimerait qu'il soit, mais en série télé, bah c'est l'un des très très grands. Donc avoir réussi à le choper, j'insiste, c'est une prouesse. Et pour les Green Lanterns en plus, qui est un univers qui est assez dense, assez touffu. Enfin, je pense pas qu'il faille en espérer du Lost, hein, pour le coup. Non, mais ils veulent en faire comme une forme de true détective un peu avec des flics de l'espace, quoi, mais qui serait quand même très concentré sur Terre. Après, en plus, Tom King et Lindelof, ça peut carrément se rejoindre au niveau de l'écriture. Donc ouais, il y a de quoi être enthousiaste. Maintenant, moi, je te demande à voir parce que ça fait quand même depuis que j'ai commencé à écrire dans le monde des comics qu'on me parle de la nouvelle adaptation de Green Lantern. Putain, j'avoue, ouais. Geoff Jones, Ben Affleck, machin, bidule, tout le monde est envisagé pour les rôles, tout le monde est envisagé pour même, je crois, d'ailleurs, Chris Pine avait été envisagé à un moment donné pour jouer Hal Jordan. Non, mais on est où, là? Puis même, comment ça s'appelle? Le mec qui jouait dans Arrow, qui jouait le pote, Deagle. Deagle, il avait dit, moi, je veux jouer John Stewart et tout. Enfin, ah non, mais le truc, c'est qu'à la fin du dernier épisode d'Arrow, tu voyais John Deagle qui récupère un anneau vert, ouais. Mais ça, c'est le Arrowverse, on s'en fout, c'est plus canon. Hein. Oui, mais tu vois, même à l'époque de Berlanti, parce que Berlanti était, Kreisberg, Berlanti était partie prenante du film avec Ryan Reynolds. Donc, voilà, moi, je veux que ça sorte parce que j'aime bien les Green Lantern, mais je me demande si le projet est pas un peu maudit. Pas celui-là, je pense pas. Je pense vraiment que ça va se faire et on peut prendre un pari falafel là-dessus. Non, mais je pense que ça va se faire, mais avec Lindelof ou pas, tu vois. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais dire Non, Umbrella Academy, on n'a pas le temps. Non, justement, je l'ai enlevé du programme. Sachez que ça sort en août et qu'il y a un trailer qui est sorti. Ouais, ça va être super bien. Ça risque de pas être super bien, mais en même temps, j'ai même pas regardé la saison 3, pour être tout à fait honnête. J'avais bien aimé la 2, mais je t'avoue, j'ai pas eu... Moi, je regarde plus Netflix, en fait. À part The Gentleman, la série de Guy Ritchie qui est pas mal, je trouve toute leur prod originale, enfin, de moins en moins de trucs m'intéressent. Bah, t'as regardé Dead Boy Detectives, pourtant. J'ai regardé Dead Boy Detective, mais c'est une série plutôt Max au départ qu'ils ont racheté et qu'ils ont un peu modifié, mais... Et puis, j'ai un travail aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Alors, Corentin, pour la dernière partie de ce podcast, partie cinéma, un nouvel acteur pour le rôle titre de Masters of the Universe, le reboot qui avance bien aussi du côté de Amazon MGM. Comment il s'appelle? Alors, il s'appelle Nicolas Galitzine. Galitzine, c'est ça, ouais. Alors, qui est plutôt c'est un choix assez logique parce que cette nouvelle version du film Masters of the Universe est chapeautée par Amazon. Enfin, Amazon MGM, mais bon, parce qu'Amazon a racheté MGM pour ceux qui ne sont pas au courant. Ce qui fait qu'ils ont pris une de leurs vedettes à eux. En fait, le mec a fait quasiment que des films pour Prime Video. Il a fait trois trucs d'affilée. C'était les productions originales de Prime Video. Donc, moi, j'aurais du mal à vous en parler, à vous dire s'il est bon ou pas. J'en sais absolument rien. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est que le film He-Man va effectivement enfin quitter le bourbier du development hell. Après, pareil, bien 15 à 20 ans de travaux, quoi. Ouais. Nous, depuis que pareil qu'on a commencé à écrire, on en parle régulièrement. Il y a eu plein de mecs qui sont penchés dessus. Il y a eu même Noah Centineo qui avait été annoncé pour le rôle principal. Il est dans Bottoms. Tu sais, il fait le quarterback trop con, là. C'est lui? Mais oui. Ah, mais trop bien. Il est génial, ce personnage. Ouais. I want to touch your hair. Ouais, génial. Et Matthew Bottoms, c'est pareil sur Prime, je crois.
Ouais. C'est hyper bien. C'est une super comédie avec Ayo Edebiri, c'est des meufs qui se bastonnent pour apprendre à séduire d'autres meufs. Ça a l'air très conduit comme ça, mais c'est hyper bien. Ok, bah du coup lui il est bien. Donc oui, le projet Masters of the Universe a été repris. Travis Knight, réalisateur du chef-d'œuvre Bumblebee, et qui fait des bons films d'animation au demeurant, va récupérer le projet. C'est écrit, ça cast maintenant, donc c'est le début du casting. Ça va sûrement tourner dans l'année, puisque la sortie est pour 2026. Je sais pas moi à quoi en attendre en fait, parce que c'est pas un univers que je prends très au sérieux, j'avoue, les maîtres de l'univers. En animation, je trouve que c'est normal, ça rend bien, parce que c'est plus crédible, c'est plus facile à rendre un mec en slibard avec une grosse épée. Puis elle est plutôt cool, la série Netflix, je trouve. Oui, Revelation, puis Revolution. Ouais. Ouais, il paraît, ouais. Mais, du coup, ouais, tu vois, c'est ça, je sais pas trop, c'est quoi? Tu vois, c'est quoi le projet avec ce film? Est-ce que c'est d'adapter fidèlement l'univers de He-Man, ou quelqu'un, ça va être quand même assez bizarre au niveau de l'esthétique? Est-ce que c'est une version un peu plus nolanienne, où on tire un peu les concepts absurdes vers le bas pour en faire un truc plus calme, tu vois, il y aura peut-être pas. Mais après, c'est quand même le prince Adam qui a été exilé sur Terre, qui revient 20 ans plus tard, justement en jeune adulte, pour sauver Eternia de Skeletor. Ça, c'est le concept de base, quoi. Non, mais pas forcément l'exil sur Terre et le fait d'avoir vieilli là-bas. C'est pas pour le film avec Dolph Lundgren, ça? Je sais pas, j'ai pas vu le film avec Dolph Lundgren. Il va sur Terre, je crois. Hein. J'ai pas vu non plus, mais. Mais ce que je veux dire, c'est que ils seront sur Eternia, donc forcément, ça peut pas être radouci. Au minimum, ce sera... Parce que si on prend le design de Skeletor, c'est vraiment juste un mec musclé avec une capuche et une gueule de crâne, quoi. Tu vois. Ouais, c'est Taskmaster, quoi. Ouais, c'est ça. Ils en feront un Taskmaster, écoute. Le Taskmaster, il est plus stylé que ça, quand même. Il a une épée, et tout, il a un bouclier, et tout ça, mais... M16 parfois. C'est vrai. Alors, moi, dans chez Marvel, ils l'ont pourri, le Taskmaster, à mon avis, mais... Oui. C'est mon avis. C'est ton avis. Je trouve que c'est de la merde, ce personnage. Mais du coup, voilà, en tout cas, ça va sortir comme The Crow. Et du coup, bah, il reste plus qu'à sortir Red Sonja et on aura fini les Arlésiennes, impossible. C'est vrai qu'il y a, ça, c'est vrai que Red Sonja n'a pas de date. C'est pareil, ça fait 2 ans, je crois que c'est tourné maintenant. Ouais, complètement. Allez, Corentin, une brève pour dire simplement que Chris Hemsworth n'abandonne pas les blockbusters, loin de là, puisqu'il est en discussion pour jouer dans le film Transformers G.I. Joe. Alors j'ai vu que ça fait du bruit ce truc-là, mais c'est normal, non? Enfin, c'est pas Optimus Prime maintenant, Chris Hemsworth? Mais dans le film d'animation, en fait. Bah oui, mais du coup, Mais il y a Optimus Prime déjà dans Transformers Rise of the Beast, donc ce serait un recast, c'est pas. Parce que là, c'est la suite. Bah oui. Parce que le crossover Transformers G.I. Joe, en fait, il est teasé à la fin de Transformers Rise of the Beast. Oui, non, ça je sais, mais. Et comme dans Rise of the Beast, il y a déjà un Optimus Prime, et bah tu vas pas. Ok, donc ils vont foutre Chris Hemsworth en acteur normal, humain. Bah, je pense qu'il sera peut-être Duke. Mettre des pains à des robots. Bah, ça va être Duke, du coup, peut-être, tu vois. En tout cas, ce sera un des membres de l'unité de G.I. Joe, ça c'est sûr. Ce serait marrant, ouais. C'est quasiment sûr. Ouais, c'est possible, ouais. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Ou alors, ils le mettent en Snake Eyes et non. Il ne parle pas et on voit pas sa gueule de tout le film. Et à la fin, tu sais, il enlève son casque et il fait hey, et en fait, c'était moi, ouais. Ça fait le beau caméo. Ouais. Mais ok, ouais, non, bah cool. Bah, moi, j'aime bien Chris Hemsworth. Je pense que c'est un peu un mec qui vit sa vie rêvée. Il prend des chèques à Hollywood pour faire des films pas ouf. Et après, il va travailler avec George Miller pour faire un film pas ouf non plus. Non, faut pas dire ça. Ouais, si, il faut le dire. Non, il faut le dire. Déception. Et particulièrement, son rôle est vraiment, enfin, la façon dont il le joue, c'est vraiment pas ouf non plus. Hein. C'est moi ce qui est horrible. Non, par contre, il joue hyper bien, frère. Non. Il est génial. Mais non. C'est l'une des réussites du film, justement. Ah bah, j'ai pas trouvé. Par rapport à comment Anya, s'empare du rôle, c'est-à-dire pas du tout. Ouais. Mais on va énerver les gens, là, encore. Ceci dit, amis auditeurs, amis auditrices, moi, j'ai demandé aux gens de m'expliquer pourquoi c'était bien Furiosa, qu'est-ce que j'ai raté dans le film. Tout ce qu'on m'a dit, je trouve ça éclaté au sein. Toutes les pistes de réflexion, j'étais en mode genre, ouais, c'est un film sur le passé, sur la transition, sur le savoir, mais je suis comme tous les Mad Max. Sur la construction du mythe, comme tous les Mad Max. Mad Max 2, ça commence littéralement par un mec qui raconte l'histoire de Mad Max. Enfin, c'est toujours le même truc. Enfin, bref. Ça y est, on énerve les gens. Ils sont en train de s'énerver, les gens. Mais là. non, on s'énerve tout ça, de toute façon. Bon, bref. Du coup, j'ai pas envie de pas aimer ce film. Donc, je vais plus jamais en parler du reste de ma vie. Mais donc, ouais, Chris Hemsworth. Il est bien, il est bon. Bah, t'es Rush de Ron Howard que t'as pas vu, Arnaud. Puis, Black Hat, vraiment star power, puisqu'il a sa propre, il a fait Thor, il a sa propre licence avec Tyler Rake, qui est aussi une adaptation de comics. Donc là, il poursuit vraiment dans cette exploitation de licence, quoi. Oui. Voilà. C'est vrai ce que tu dis. Et pour terminer, une autre très chouette bonne nouvelle, une suite annoncée pour Batman Ninja. C'est fou. Versus la Yakuza League. Eh oui, c'est la Injustice League, version Yakuza. Sachant que Batman Ninja, c'était, vraiment de l'isekai en fait déjà avant Suicide Squad l'isekai, puisqu'on voyait vraiment Batman être transposé dans un univers de Japon féodal où ça partait très rapidement dans tous les sens. C'était un film
pareil, là aussi extrêmement généreux, avec des maisons méca qui s'affrontent. Ça part en bataille de méca comme ça, mais anime 3D. Tu sais que Digimon, c'était de l'isekai avant l'isekai. Ouais, mais j'ai jamais regardé Digimon. C'était incroyable. J'étais contre. Petit monstrueux. Vu que j'aimais Pokémon, j'étais contre Digimon. On peut très bien aimer les deux. On peut. Ce n'était pas mon cas. Comme les Medabots. Ce n'était pas mon cas. Mais donc ouais, incroyable, ça revient. Et alors pourquoi ça revient, Arnaud? Parce que Warner Bros veut pousser sur l'animation, la production japonaise dans l'animation. Évidemment, c'est pourquoi ils font la série Suicide Squad Isekai. Et ils voient bien que c'est attendu en Occident. Anime Expo, on aura probablement la date d'ailleurs de sortie mondiale occidentale de Isekai et la présentation de ce film-là, qui donc effectivement au départ part de Batman Ninja, donc Batman qui, comme tu l'as dit, se trouve dans un Japon féodal, et on mélange les vilains et les héros de Gotham City au folklore des yokai, au folklore artistique et culturel japonais, avec des sabres et tout, c'est stylé. Et là donc c'est le même studio, Kamikaze Dengo je crois, qui va reprendre l'anime, c'est le même réalisateur, c'est le même producteur, donc c'est littéralement la suite stricto sensu. C'est cool, parce que le premier était barjo et cool, et bien. Bon, faut aimer l'anime 3D, hein. Moi, j'avoue que j'avais un peu de mal au début. En fait, c'est pas complètement de la 3D, mais ils appliquent. Si, c'est complètement de la 3D. C'est de l'animation est faite en 3D. Non, mais en fait, ils appliquent, ils ont des modèles 3D, mais sur lesquels ils font une couche qui donne une impression de 2D. Mais on voit du dessin sur un modèle 3D. Voilà. Donc ça a un rendu un peu particulier, mais par contre, ça permet de toute façon, c'est avec l'animation japonaise aussi des prises, des angles de vue qui sont complètement tarés, tu vois. C'est quand même vraiment. C'était assez starbé, c'était bien foutu. Je pense que si vous êtes allergique au côté un peu survolté et un peu trop exubérant de certaines productions japonaises, faut pas y aller, parce que ça y va. Si vous n'êtes pas fan de Bayonetta, c'est pas la peine. Ouais, voilà, mais c'est vrai qu'on est dans un délire Platinum Games, clairement. Ouais, complètement. Mais du coup, là, c'est cool. En plus, on voit des personnages qui n'étaient pas là dans le premier volet, sur le premier poster. Moi, en plus, Batman, il est carrément compatible avec l'esthétique japonaise. On le sait depuis longtemps, le Batmanga. Les Japonais sont fans, justement, de Batman en général, parce que, il peut s'adapter à l'esthétique. Un peu comme Assassin's Creed, tu vois, tu peux l'adapter à toutes les sauces. Le costume de Batman, il peut faire féodal, il peut faire japonais, il peut faire militaire, il peut faire ce que tu veux. De toute façon, Batman, il est universel. Batman, c'est le bien. Donc, vivement la suite. Et en théorie, voilà, ça confirme l'effort économique que va mettre Warner Bros. Japon pour produire plus d'animes. Parce qu'on vit dans un nouvel âge d'or de l'animation japonaise, on vit dans un nouvel âge d'or de la culture manga en général, de la culture japonaise en général, qui est plutôt salutaire à mon sens. Parce que même si nous, on parle de comics pendant qu'Arnaud a mal au ventre, même si nous on parle de comics, de toute façon la bande dessinée et l'animation c'est un seul et même univers partagé entre quelques territoires. Donc voilà, moi je suis ravi. Hyper content aussi. Et ça m'intéresse limite un peu plus que Suicide Squad Isekai. Ah, les deux m'intéressent. Dans le sens où moi les Isekai, je trouve ça un peu déclave ça. Ouais, mais là tu viens encore de fâcher. Sauf Digimon. La dernière partie du. Non, Sword Art Online, c'est bien ça. De l'auditeur qui n'était pas encore fâché, mais en tout cas, on est impatient de voir ça. Moi, je me rappelle que c'était un coup de cœur, le Batman Ninja, il y a quelques années. Surtout que j'avais eu la chance de pouvoir le voir sur grand écran. Est-ce que Peter Pan c'est un Isekai? C'est une bonne question. Parce que techniquement, tu vois. Est-ce que c'est pas le premier vrai Isekai? Non, le premier ce serait c'est Little Nemo, Wins are Ah, j'avoue, de ouf. Tu vois. Je sais pas, je sais pas si toutes les règles sont respectées, parce que techniquement il est pas il se déplace, il voyage, tu vois, mais il est pas téléportant. On va dire, c'est pas une autre réalité, même si c'est quand même un pays imaginaire. Je pense que ça peut s'en... Alice au Pays des Merveilles, c'est un Isekai. Ouais, ça complètement, par contre. Ouais. Tu vois. Ça rien inventé, en fait. mais encore, parce que je crois que l'Isekai, il faut que tu sois toi-même réincarné dans un rôle que tu tiens au sein même de l'univers, que t'es pas forcément étrange. Enfin, je connais pas toutes les règles, machin. Je suis pas du tout un expert là-dessus, donc je veux pas dire de bêtises, puisque je suis extrêmement loin de mon domaine de compétences. Mais en tout cas, de ça pour vous dire que ce numéro, il est terminé, ce front page. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir si c'est le cas. C'est important, on le répète, je sais, c'est vous demander un petit peu de votre attention, mais voilà, c'est important vraiment pour le média, pour nous, pour exister, pour continuer d'être découvert aussi, que vous partagiez les émissions ou que vous en parliez un petit peu partout ailleurs. Donc faites-le s'il vous plaît, si le travail qu'on fournit vous plaît, puis on vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut.